Ça devrait être bon, je crois. Tu peux y aller ou pas? Euh, Ou pour moi, c'est on bon. attend encore un peu? Pour moi, c'est bon. C'est- Mais écoute, Moi let's aussi, go c'est bon. alors. Le temps, moi, pour l'instant, j'ai pas accès au Discord. Parce que là, je vais démarrer sur l'autre ordi pour voir si vous avez des questions. Pour voir en temps réel, je vois rien. Donc bon, cette conférence, on va vous parler de Unity. Donc ça sera votre projet de S2 donc, pour la première année. Donc alors, un petit warning pour ceux qui n'ont jamais codé ou qui n'ont pas encore fait de C Sharp. C'est pas un problème parce que ça sera le sujet de ce que vous verrez d'ici quelques mois. Avant la fin de votre, à peu près je crois, si je dis pas de bêtises, la fin du S1, vous commencerez à voir le C Sharp avec quelques premiers TP. Et ensuite vous aurez donc votre deuxième semestre où là vous ferez que du C Sharp et vous aurez en même temps votre projet de S2. Alors Unity c'est pas obligatoire d'être un jeu, c'est fortement recommandé de faire un jeu vidéo. Et c'est aussi fortement de recommander de le faire sur Unity. Maintenant, il y a à voir s'il y a certains trucs qui ont changé cette année. Allez, démarre. Donc, on va voir certains trucs aujourd'hui. Donc, c'est pas, du coup, comme je disais, c'est pas un cours de C Sharp. On va pas faire de cours de C Sharp. Donc, c'est bon pour ceux qui ont déjà des bases. Je parle pour les 2026, hein, ceux qui ont commencé, qui ont déjà des bases dedans. Bah écoutez, tant mieux. Là, ça sera surtout du coup pour les Sharp. Euh, Maintenant, vous êtes les bienvenus. On va voir plusieurs trucs du coup. On va commencer par voir comment bien démarrer son projet. Donc, que ce soit les outils de groupe, alors on les présentera brièvement parce que c'est pas non plus un cours par exemple sur Git. Le type de projet, etc. Ensuite, on verra comment on crée notre scène avec nos personnages, etc. Et les différents aspects que doit comporter le projet de S2. Alors, je me mets juste sur le channel comme ça j'y ai accès. Voilà, c'est bon, j'y ai accès. Parfait. Alors, donc, on va commencer par. Et voilà, il n'y a rien qui marche. Super. Je vais fermer Unity. Très bien. Ok. Donc quand vous allez démarrer, donc pour ceux qui n'ont jamais téléchargé encore Unity, vous l'aurez tout simplement sur le compte sur unity.com. Vous pouvez vous connecter avec votre compte GitHub Student pour l'avoir en version pro. Et personne critique mon bureau, s'il te plaît, Ronan. Quand vous allez donc alors Unity Pro ça vous permet d'avoir certaines fonctionnalités. Alors quand on a commencé à l'utiliser, vous allez avoir certains trucs comme le Unity Teams où ça possède un nom à peu près similaire, un truc comme ça, qui vous permet de bosser en groupe avec Unity. Euh, Ça a des avantages où c'est intégré directement dans l'application Unity. Maintenant, ça a quasiment que des défauts parce que c'est très très limité par rapport par rapport à un outil comme Git. Et pour ça, je vous conseille plutôt d'utiliser, de mettre votre projet de groupe sur, par exemple, des forges Git comme vous avez GitHub par exemple. Ça fera bien mieux le taf. Donc, quand vous aurez téléchargé Unity, vous aurez du coup cette première interface qui sera votre Unity Hub. Là-dedans, vous aurez toujours vos différents projets, donc enfin votre projet de groupe. Et déjà, avant de commencer à créer un nouveau projet, il faut déjà commencer à avoir le moteur graphique. Il faut savoir que des moteurs graphiques, ils en sortent plein, ils en sortent des mises à jour chaque année. Là, par exemple, ici, j'en ai trois parce que il faut savoir que, par exemple, pour bosser avec Quentin pour préparer cette conf, j'avais une vieille version. Parce que personnellement, j'utilise les versions LTS. Alors, LTS, c'est juste pour un long time support. C'est-à-dire qu'ils fournissent des mises à jour de support pendant plusieurs années. Mais si vous avez envie de tester une nouvelle fonctionnalité sympa de la version 2021, vous êtes libre de la télécharger. Ça vous regarde. Quand vous allez juste, donc pour ajouter votre version, vous faites juste add. Et puis,
en espérant que vous ayez une bonne connexion internet parce que c'est essentiel quand même parce que c'est quand même assez gros. Donc si je télécharge par exemple cette version, là-dedans vous allez voir vous avez différentes options. Alors pour votre projet de S2 vous êtes obligé de rendre une version pour les examinateurs, une version Windows. Maintenant si vous avez envie de, en plus vous de votre côté, de compiler pour Linux ou Android, ce genre de choses, ça c'est libre à vous. Mais en tous les cas vous devez avoir à la fin du projet une version Windows fonctionnelle. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas, alors plus pour les Sharp, mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Rider? Vous pouvez répondre dans le channel. Parce que... Alors Rider, c'est un outil de... Donc pour le présenter brièvement, je vais l'avoir... Ouais, je vais l'avoir là. Donc Rider, c'est un IDE où vous allez pouvoir coder en... Ah, bah, bon, t'inquiète, je vais présenter. Donc Rider, c'est un outil c'est un IDE, donc un éditeur de travail pour le C Sharp. Alors il y en existe un autre qui est peut-être que d'autres vous le connaissez, c'est Visual Studio. Pas Visual Studio Code, hein, Visual Studio. Et ça, JetBrains, Rider, vous allez vous en servir pour vos TP de C Sharp en S1 et en S2. Et en même temps, vous pouvez très bien faire votre... donc ça, c'est juste un éditeur de code. Hein. Vous allez pouvoir faire vos scripts directement là-dessus sur Rider. De la même manière, pour ceux qui n'ont jamais, du coup pour les Sharp, par exemple Luca, pour avoir JetBrains, tous les outils JetBrains c'est payant. Mais avec ton compte GitHub Student, tu peux y avoir accès gratuitement. Et Renan, Visual Studio Code, c'est quand même pour du C Sharp avec plein de fichiers, c'est pas très ouf. Donc là-dedans, par exemple ici, alors je vais pas créer de nouveau, je vais pas installer de version ni créer de nouveau. Alors si je crée un projet ici, vous verrez ici que, tac, je vais l'ouvrir un peu pour l'avoir un peu gros. Qu'ici on va avoir plusieurs types de templates. Donc il y a une personne dans votre groupe qui va créer le template, ensuite vous partagerez via par exemple GitHub le projet. Vous verrez ici que vous avez plusieurs types de projets, de templates. Alors tout cela, c'est des templates optionnels où ils vous mettent déjà des objets de base et certains scripts, mais vous n'en avez pas besoin. Le plus important, ça serait le 2D et 3D, parce que certains d'entre vous vouloir faire un jeu en 2D et d'autres en 3D. Ça, c'est à choisir en tout début quand vous créez votre projet. Donc imaginons qu'ici, je vais créer un projet en 3D, donc je sélectionne 3D et je lui donne mon nom. Je donne le nom du projet. Ici, mon nom, on l'a déjà, ça va être ConfUnity. Et puis, je peux lancer pareil sur Rider. Ça se lancera. Donc, quand vous allez avoir... quand ça voudra bien s'ouvrir. Ouais. Est-ce qu'il y a un modo qui peut ping ce qu'a mis Mathias? Tu bugs un peu là. Ah bon, on n'a pas entendu ce que c'était. Ouais, on m'entend ou pas? C'est bon, la main c'est revenu. Attends, je vais... Bon, si quelqu'un peut demander pour Keeping, parce que ça c'est justement, c'est là où vous allez pouvoir vous inscrire pour récupérer le compte GitHub Student et là-dessus vous allez avoir plein d'avantages dessus. Ok, donc merci Raph. Quand vous allez donc créer donc votre projet, vous allez arriver sur une scène vide. Alors ici j'ai déjà rajouté un play, bon, on va dire vous arrivez là-dessus. Donc ça c'est votre première scène quand vous allez arriver dessus. Donc ça c'est votre interface de votre éditeur. Donc il y a différents éléments, on va y revenir au fur et à mesure. À gauche, vous allez avoir la hiérarchie, vous allez avoir vos différents objets dans votre scène. Donc ici, on a une scène, elle est assez vide, il n'y a rien. Il y a une lumière et une caméra, c'est tout ce qu'il y a dans la scène. On va pouvoir créer des objets. Ici, vous allez avoir donc, le dossier où vous allez avoir tous vos projets. Alors, on vous conseille de bien trier pour que ça soit propre pour vous et vos camarades, de bien ranger correctement, donc avoir par exemple un dossier pour les scripts, de mettre chaque sous-dossier pour l'intelligence artificielle, pour vos personnages, pour les mouvements, etc. De bien trier, et pareil pour tout le reste que vous allez avoir sur Unity, de toujours trier, parce que c'est un projet que vous allez faire à 4 et il faut quand même que ça soit visible pour tout le monde.
Vous allez ensuite avoir la console où vous allez pouvoir avoir vos logs, juste les logs. Donc s'il y a une erreur, ou par exemple il y a un truc qui ne compile pas, ou il y a une erreur de calcul sur une chose, vous allez avoir tout ça dans votre console. Donc ça on la verra tout à l'heure parce qu'on aura des bugs si on en a. Et à droite on a l'inspecteur. Donc par exemple si je clique sur mon plane ici, donc, vous allez avoir, de toute manière on va vous faire une présentation assez basique et on va voir certains trucs. Mais après, votre meilleur ami, ça sera Google et YouTube. Parce que des tutoriels sur YouTube, vous en allez avoir une pelletée. Au tout début, vous allez vous demander comment je fais pour faire les scripts de mouvement. On va en voir un ensemble et on vous donnera peut-être le code. Je sais pas, Quentin, si tu peux envoyer. Mais, Ouais. parce que c'est des choses assez basiques. Mais dès que vous aurez besoin de quelque chose, au début, quand vous ne saurez pas faire, vous allez regarder des tutoriels. Et ça, c'est totalement normal et c'est le bon exemple à suivre. Maintenant, si vous êtes super chaud, vous pouvez vous lire, parce que ça aussi, lire la doc, c'est aussi un bon allié. Je te laisse continuer, Quentin, sur ton stream. Ouais, je vais reprendre la main. Hop là. Hop là, attends que tout le monde vienne. Tac, tac, tac. Donc comme Dave l'a dit, ça c'est donc l'éditeur en lui-même. Donc moi, je vais plus parler de tout ce qui est objet maintenant. Donc par exemple, pour créer un objet, vous allez pouvoir faire clic droit sur votre hiérarchie et donc créer n'importe quel objet. Donc tout ce qui est lumière, son pour gérer l'audio. UI, ça va être tout ce qui est ce que j'appelle l'HUD, donc tout ce qui est sur la caméra. Typiquement, je prends un exemple sur Call of Duty, vous avez vos munitions en bas à droite, c'est tout ce qui est seulement sur votre écran. Et bon, donc tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Donc vous créez un cube, vous le renommez cube, et donc il est là. On va aussi un petit peu voir les différents composants de l'objet. Donc un objet a des composants qui le caractérisent. Et donc quand vous créez un cube, vous avez déjà un transform. Tous les objets dans Unity ont une transform. C'est ses coordonnées, sa rotation et donc son échelle dans le monde. Il ne peut pas ne pas en avoir. Sinon, il ne sera pas sur la scène, il sera nulle part. Et donc après, les autres composants sont pour l'afficher. Alors, tout ce qui est mesh etc., c'est plus, enfin, pas côté Blender, mais c'est plus tout ce qui est outils 3D. Et si jamais vous n'utilisez pas vraiment Blender, il n'y aura pas vraiment besoin d'y toucher à tout ça. Mais en gros, c'est pour l'afficher. Alors, Donc, Blender, pour ceux qui ne savent pas, c'est ouais, parce que quand vous allez faire, il va vous falloir des objets. Imaginons que vous avez un jeu en 2D, vous allez avoir des images que vous allez faire, vous allez animer des images. C'est comme des GIFs. Maintenant, si vous avez un projet qui est en 3D, il va vous falloir des objets en 3D qui sont constitués de mesh. C'est juste des formes, c'est juste des polygones. Vous pouvez faire. Alors nous on a pris, par exemple moi mon groupe, pas celui de Quentin, on a pris le choix de prendre un asset disponible en ligne. Maintenant on n'a pas eu réellement ce mérite d'avoir réalisé nous-mêmes les objets. Vous pouvez pour votre projet du coup utiliser Blender. Alors moi je ne pourrais pas parler de Blender du coup parce que je suis une quiche, je ne l'ai même pas installé. Maintenant, pour ceux qui voudraient faire eux-mêmes leur scène et avoir le petit côté fait maison, vous pourrez l'utiliser et faire vous-même vos propres objets avec. C'est vrai, j'avais oublié de le mentionner. Voilà, du coup, Blender, c'est un choix à faire, soit vous en servez ou pas. Et donc voilà, ça crée un petit cube, c'est super. Une autre chose aussi, Dave avait mentionné qu'ici c'était le dossier littéralement le dossier du projet, avec donc toutes les sous-parties, les matériaux, les animations, etc. Et une chose très pratique, c'est que par exemple, imaginons que ce cube est un arbre, et que vous allez mettre plein d'arbres sur votre map, et qu'imaginons vous dites j'aimerais bien changer, je sais pas, la taille de l'arbre. Et plutôt que de changer un par un les arbres, vous allez donc, en fait, tous ces arbres vont avoir la référence à un seul arbre. Donc comment on fait? Donc imaginons que c'est un arbre. Paf. Juste tout simplement, vous le glissez dans votre projet. Voilà. Ça va vous créer ce qu'on appelle une préfab de votre arbre.
Et donc vous allez pouvoir le mettre un peu partout. Et vous vous dites, j'aimerais bien changer. Plutôt que d'aller sur chacun et d'augmenter leur truc un par un à la main, vous double-cliquez là-dessus. Voilà. Et ça vous ouvre ça. Vous vous dites, j'aimerais bien que ce soit un peu plus gros. Hop là. Et donc ils sont tous un peu plus gros. Donc les préfabs, c'est aussi très pratique. Donc ce truc Ça vous permet donc de dupliquer. Et ça, quand vous aurez après à générer par script certains objets, et ben vous aimeriez bien avoir des objets préconçus. C'est ça. Donc attends, je reprends le truc là-dessus. Voilà, composant. Donc maintenant, un jeu se fait de quoi? C'est avant tout avec un personnage qu'on peut contrôler. Donc on va passer à une partie contrôle du personnage. Juste, je vais créer une petite plateforme. Donc alors, en général, pour tout ce qui est prototype, pour tout ce qui est prototype, on utilise souvent des capsules pour représenter le personnage, ça fait à peu près la même taille. Donc ça, on va dire que c'est le personnage. Et donc, comme on avait vu, la capsule a des collisions, enfin un objet collision, comme la plateforme d'ailleurs, elle en a un de base. Maintenant, si jamais on fait play, oula, je vais bouger un peu la caméra. Je vais bouger un peu la caméra. Donc la caméra, c'est tout ce qu'on voit. Voilà, à peu près bien. Là, si on fait play, donc si on lance la scène, comme Dove l'avait expliqué, donc ça va jouer, mais rien va se passer. Parce que il n'y a pas vraiment de gravité qui est appliquée à la capsule. Et pour ça, il faut tout simplement lui rajouter un rigid body. Enfin, lui rajouter un composant pour ça. Alors maintenant, je ne vais pas le faire en play mode parce que tout ce que vous faites en play mode, ça ne sera pas enregistré. Par exemple, si je la bouge super loin et que je rajoute play mode, elle revient là. Donc pour la gravité, vous appliquez simplement un rigid body à votre capsule. Je vais appuyer un peu la caméra pour qu'on voit mieux. Et vous faites play et elle va tomber. Du coup, ça c'est un peu la base des déplacements. Pour les déplacements, il y a plusieurs parties. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect travailler avec la physique, donc le rigid body. Donc le rigid body, vous dites je vais le faire avancer d'une telle valeur, ou alors travailler plutôt avec la position, dire je vais avancer de un caractère, etc. Mais ça c'est plus Dove qui va en parler, tout ce qui est déplacement. Donc, ouais, alors attends, je continue sur ton stream ou pas ou Je fais le sur ton stream parce que tu me vois des fois ça. Parce que je l'ai pas encore, encore très bien rajouté. Attends. Ouais. Vous voyez mon écran ou pas? Attends. Ah non. Attends, il faut que je change du coup. Voilà, comme ça les gens sont ça. Ok, donc attends, parce que moi il faut que je fasse en même temps, parce que c'est pas synchro. Je suis fatigué. Ok. Donc. J'ai. Ah oui, c'est vrai que la caméra n'est pas très bien fixée. Donc, j'ai simplement bougé ma caméra pour qu'on voit au fur et à mesure les mouvements. Tac. On va se mettre là. Voilà, ça sera mieux. Ok. Donc, quand on va être ici, on va donc créer. Donc, on va être ici. Donc, la capsule, ça va être notre personnage. Donc, on l'a appelé le player. Ici, donc, comme il a dit, on va voir le collider pour les collisions. On a le rigid body. Alors, je vais retirer ça. On va donc réaliser déjà le premier script. Donc, par exemple, faire bouger notre personnage. Donc, pour le faire bouger, on va commencer par créer un script. Donc, on vient ici. Donc, on vient rajouter un component. Les components, donc, on en a différents ici. Et on vient rajouter le nouveau. Alors, ici, on va rajouter un component qu'on va appeler mouvement. Donc, là, il détecte qu'on veut créer un script. Je vais créer le script. Alors, je vais aller ici, je vais faire Edit Script. Je fais un petit clic droit, donc sur le nouveau script qu'on a créé. Je fais un clic droit et je fais Edit Script. Oui, j'ai confiance en mon travail. Merci. Ok. Donc ici, on se trouve dans l'interface Rider. D'ailleurs, vous remarquez qu'ici, il a détecté qu'on est sur Unity. Et alors, ce qui est génial avec Rider, c'est qu'il va beaucoup vous aider pour quand vous voulez créer des scripts, que ce soit dans Unity, vous avez accès au debugger, vous avez accès à plein de choses directement dans votre éditeur.
Donc ici, je vais me mettre dans Asset. Donc là, c'est le dossier principal qu'on avait, Project, ici. Ça, c'est le dossier Asset. Donc ici, on va avoir notre script. Et dedans, il a créé mouvement au niveau de l'asset. Parce que c'est moche. Maintenant, je vais le déplacer, je vais le mettre dans mouvement. Parce que sinon, comme on a dit, il faut avoir un truc propre. Donc quand je commence, je vais avoir donc je vais avoir ici mon script. Alors, pour ce, donc rapidement ici, les scripts, en règle générale, pas toujours, mais pour que ce soit un script Unity, quasiment à 99%, ce sera à chaque fois des mono behavior. C'est-à-dire qu'ici, ils héritent de mono behavior. Pour qu'ils comprennent que lui, c'est un script Unity. Ici, il m'a créé deux fonctions qui sont les fonctions void et update. Alors, Quentin, est-ce que tu peux envoyer l'ordre d'initialisation des fonctions dans le channel? Donc ici, ce seront des fonctions. Donc quand le jeu démarre, on a notre objet qui est là, et donc quand notre objet, donc le player, est initialisé, la fonction start est appelée. Donc quand notre fonction start est appelée, on va pouvoir exécuter certaines actions. Donc, par exemple, si je fais un debug.log, et je vais mettre un player init. Si je me retrouve à nouveau dans Unity, donc il recompile, et que là je lance le jeu, je vais avoir mon script, et ici je vois que dans la console j'ai affiché player init. Donc ça c'est pour la console. Vous pouvez afficher bien sûr du coup vos propres messages, et ensuite il y a les erreurs, etc. Donc on va créer notre premier script de mouvement. Et comme je connais jamais mon script de mouvement par cœur, je vais le copier d'ici. Copier. Coller. Ok. Ça, je vais vous le mettre aussi dans le channel conf. Voilà, C#. Même si je vais expliquer au fur et à mesure ce que chaque ligne fait. C'est qui les singes? Ok. Donc ici, on va mettre un start. J'aime pas le work. Donc ici, on va avoir nos différents éléments. Ici, donc on a ici nos variables. Donc ici, on va avoir une variable qui est la vitesse de déplacement du personnage, qui est une vitesse, donc un float, et elle est privée. Ça, alors, c'est un petit mot-clé de Unity. C'est un serial field, c'est-à-dire qu'on va pouvoir éditer la valeur. Donc, techniquement, si je mets private, ici, private rigid body, on voit qu'il est privé. Donc, si je vais là, dans le mouvement, on voit qu'il y a le speed, mais il n'y a pas le rigid body. Si je passais le rigid body en public, et ça c'est très important pour les accès, si je passais en public, ici on verrait que mon rigid body, donc ça c'est l'outil physique, le rigid body je rappelle, et ici je vois que je peux remplir mon rigid body, je peux le mettre là. Donc il me suffit de drag and drop et je peux le mettre là. Donc là il est passé en public, je le vois. Pourtant, la speed, elle est en privé et pourtant j'ai accès. Ça permet que quand vous allez appeler d'un script à l'autre, un script ne pourra pas avoir accès à la variable speed, mais dans l'éditeur, vous allez quand même pouvoir éditer sa valeur. Donc ça, je le repasse en privé. Donc le rigid body ici, on n'est pas obligé de drag and drop pour y accéder. Ici, c'est ce que j'ai fait avant. Mais vous allez avoir d'autres moyens. Vous allez pouvoir récupérer en faisant, donc je l'initialise en faisant un get component. Et quand je mets mon get component, entre crochets, je dis ce que je veux récupérer comme component. Ici, je vais récupérer le rigid body. Donc comme ça me permet de l'initialiser sans avoir à tout mettre dans l'éditeur à chaque fois. Maintenant, donc on a notre rigid body, on a notre speed, et on a initialisé notre rigid body. La speed, ici dans le script, elle n'est pas initialisée. Donc il faut que je l'initialise. On va mettre par exemple une valeur de 3. Donc je vais l'initialiser dans le script. Et quand on créera notre prefab, donc si je vais dans les prefabs ici, si je mets mon player, donc j'ai juste à le sélectionner et à le déplacer là. Ici, j'ai créé du coup mon prefab ici. Et ici, je vais voir que à chaque fois que je vais instancier un objet, il va être à 3. D'ailleurs, on voit que là, c'est passé en prefab car il est en bleu maintenant. Et vous avez une petite flèche pour éditer directement le prefab. Donc, retournons à nos moutons. J'ai le script de mouvement. Donc, dans le script de mouvement, on a
une fonction update ici, qui est une fonction, donc vous avez 3 types de fonctions update. La fonction update, c'est celle qui est appelée tout le temps, en permanence, à chaque image que le jeu génère, que le moteur génère. Donc, vous en allez avoir différents, vous en allez avoir qui sont spécialisés, vous avez le fixed update qui sera plus adapté, par exemple, pour la physique, parce que le update, il s'adapte au nombre d'images que vous avez. Si vous avez votre ordinateur qui se met à avoir un gros ralentissement et que vous avez 20 images par seconde, et ben vous allez avoir que 20 updates dans la seconde. Alors qu'un fixed update, quoi qu'il arrive, il va calculer, il va être appelé, peu importe le nombre de frames qu'il y a actuellement à l'écran. Donc ici, on a notre fonction update, et dans la fonction update, toutes les frames, on appelle move. Alors move, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Je zoome, c'est assez visible ou pas? Ou je zoome quand même un petit coup. Oh, la RTX 3080, Mathias, pour un projet Unity. Après, tu peux convaincre tes parents, hein. C'est un bon moyen. Si vous voulez avoir une 3080, vous pouvez convaincre vos parents. Hein. C'est une bonne astuce. Moi, mes parents, ils savent que c'est, et donc ça marche pas trop. Mais enfin bref. Donc, vous allez pouvoir donc récupérer les mouvements. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que quand j'appuie sur la touche Z, je puisse avancer. Quand j'appuie sur la touche S, je recule, etc. Donc, ici, on va voir on va voir la classe input. La classe input, alors si je retourne sur Unity, vous allez avoir ici, donc sans rentrer dans les détails, vous allez avoir Project Settings, c'est là-dedans je crois. Hein. Pourquoi je le vois pas? Quentin, il est où? De quoi, pardon? L'input. Et là, l'input manager. Ah, oh là là là. D'accord. Donc là-dedans, on va voir différents. Donc là, vous allez pouvoir en rajouter si vous avez besoin de rajouter vous-même vos propres raccourcis. Donc ici, on en a. Ça, c'est les principaux. On va voir la souris, X et Y, donc latéralement et verticalement. Ça, par exemple, on va pouvoir s'en servir pour la caméra tout à l'heure. Fire, c'est pour les touches de la souris. Donc clic gauche, clic droit et clic du milieu. C'est-à-dire, si on regarde, par exemple, ici. On va voir ici mouse one. Alors, il faut regarder dans la doc, vous aurez à quoi ça correspond chaque bouton. Mais on va s'intéresser du coup à horizontal et vertical. Ici, on va voir que horizontal, donc, alors l'alternative button, negative button, donc c'est la valeur qui va produire -1. C'est quand j'appuie sur la touche A, parce que c'est en QWERTY. Alors moi, je vais le passer en AZERTY, parce que personne n'a même des QWERTY, pas vrai? Et la valeur positive, ça va être D. Ce qui veut dire que quand je vais appuyer ici sur donc mon input, si j'appuie sur la touche D, le jeu va produire la valeur de move horizontal, va prendre la valeur de 1. Si j'appuie sur si je lâche la touche, elle va valoir une valeur de 0. Et si j'appuie sur la touche Q, elle va valoir une valeur de -1. Pareil du coup pour l'axe vertical. Vous allez donc avoir soit la valeur 1, soit -1, ce qui va vous permettre soit d'avancer, vous allez soit faire une translation vers l'avant, soit une translation vers l'arrière si le produit est négatif. Et ici, on va voir du coup notre direction. Les vecteurs, c'est un des objets les plus classiques de Unity. C'est un vecteur, donc c'est juste une coordonnée donc ici, c'est une coordonnée à 3 positions. Vous avez les vecteurs 2 et les vecteurs 3. Vecteur 2, bah, ça prend juste un X et un Y. Et un vecteur 3, ça prend un X, un Y et un Z. C'est magique. Donc ici, on vient l'initialiser. Alors, je vais le réécrire pour que ça soit clair au fur et à mesure. Donc, on va avoir notre vecteur qui va être notre direction. Donc, on va pouvoir l'initialiser. Donc, on va pouvoir faire un new vector 3. Ici, on va pouvoir dire quelle valeur va prendre X, quelle valeur va prendre Y, quelle valeur va prendre Z. Maintenant, il faut savoir que chaque objet... pas de panique, les objets que vous allez avoir dans votre classe, ici, je vais pouvoir accéder au GameObject. Donc le GameObject, c'est le player ici. C'est l'objet sur lequel est attaché mon component. Donc dans mon GameObject, je vais avoir accès à plein de variables. Une que vous allez beaucoup vous servir, c'est la transform. La transform, c'est ce qu'on a ici, c'est la position, la rotation, etc. Donc, ce qu'on va essayer d'accéder, c'est à sa transform.
On va dire que bah, je veux qu'il avance latéralement en modifiant sa coordonnée x, et je veux qu'il avance au recul en touchant à sa coordonnée z. Donc vous allez pouvoir faire un GameObject.transform, ou simplement un transform, mais ça on reviendra plus tard. Et vous allez avoir donc, ça y est, je bug. Vous allez avoir donc ici différents vecteurs. On va avoir le vecteur forward, donc ça vous verrez, hein, on vous filera une petite doc plus tard. Mais là-dedans, on va voir le vecteur il va faire un calcul du vecteur qui va vers l'avant, donc il va prendre, donc là ici on voit le vecteur qui est en bleu ici, ça va être notre vecteur forward. Donc ça, on va le dire, donc on va y remettre, alors, on va mettre un 0 pour l'instant, parce que je fais la coordonnée avant. Donc ici, on va se retrouver avec donc notre coordonnée, on va vers l'avant, multiplié par notre speed, puisqu'on veut aller vers telle vitesse, on veut aller à une certaine vitesse. Et multiplié sur oui ou non, on appuie sur la touche, si on appuie sur notre touche move horizontale ou non. Ce qui fait que si on appuie sur rien, bah, ça va faire un total de 0. Donc, on va rajouter notre move horizontal. Donc ici, on multiplie. Donc on se retrouve avec soit en avance, soit en recul. J'ai oublié un truc dans l'histoire. On va faire un copier-coller. Et on va faire la même chose pour donc, le côté. Donc le côté, ça va être... le côté, il porte le nom de right. Me demandez pas pourquoi, parce que le côté, pour lui, du coup, le côté rouge... Ah bah si, en fait, c'est plutôt logique. Le côté rouge va vers la droite. Donc on se retrouve avec ça. Et pourquoi il veut... Ah, attends. Ah non. Quentin? Est-ce que je raconte n'importe quoi? Ça, c'est notre fonction right. Donc non, je raconte des bêtises là. Ça va, je vous fais pas paniquer tout le monde, parce que c'est dur hein, de reprendre. J'écris n'importe quoi, parce que ici, ça doit être un float et j'écris un vecteur. Donc ce que j'écris, c'est faux. Ce qui est écrit ici, c'est la même chose que ce que j'ai écrit avant. Est-ce que c'est... Est-ce que... Pardon, je commence à m'emmêler les pinceaux. Est-ce que c'est clair ou pas? Ou il y a des gens qui n'ont pas compris? Je reprends s'il y a... Vous pouvez répondre hein, dans le channel, hein, s'il y en a qui ont du mal. Ok. Bon, je suis parti. Alors ici, on va pas trop y toucher. C'est simplement pour... vous allez avoir donc votre vélocité, parce que comme on a dit tout à l'heure, vous avez donc votre rigid body. Donc là où vous avez accès à votre... vous allez avoir votre physique ici. Donc ici, vous avez les infos. Et vous allez voir la vélocité que va prendre votre personnage, etc. Quand il va marcher, etc. Quand il touche le sol. Le problème, c'est qu'ici, si je touche à rien... il manque un truc dans mon code. Ce qui va se passer ici, c'est qu'il va manquer un facteur. C'est que tout à l'heure, j'ai dit que le move dépendait... Attendez, on m'entend bien, hein, parce que j'ai l'impression que ça coupe. Allô? Non, ça va là. Non, c'est bon? Ok, je panique. Quand vous allez donc créer votre... imaginons donc que je lui dise qu'il va faire vers l'avant, il va avancer de plus 3. Il va avancer de 3 mètres. Le problème, c'est qu'il va avancer de 3 mètres 60 fois par seconde. Alors, on a envie que... Et puis peut-être que finalement, bah, si j'ai 15 images, il va moins avancer, etc. Donc, vous allez pouvoir lui dire de gérer la différence de temps que vous allez avoir dans votre update. Et ça, il y a une classe qui s'appelle time. Et ici, je vais pouvoir mettre un delta time. Le delta time ici, c'est simplement dire la différence de temps qu'il y a eu entre la dernière frame et maintenant. Et cet appel de la fonction. Donc si on lance,
La chance avec la tuile. Quentin. Yes. Quentin, il m'a abandonné. Putain, je parle tout seul depuis tout à l'heure encore. La speed est trop basse. Pardon, oui, Bah, attends, ouais, je peux. j'ai oublié de me démute, pardon. Velocity. Non, attends. Je l'ai mis. Ah non, mais attends, je suis trop con parce que. Ah non, on n'a pas le time delta time dans la version finale du truc. Ah, je viens de me rappeler pourquoi. Oui, alors. Si tu logs pas le FPS pour l'instant, c'est gentil. Oui, oui, non, t'as raison. Parce que. Oui. Bon. Ah non, je viens de me rappeler. Oui, parce qu'on utilise directement Rigid Body. Parce que si vous faites un. Celui-ci, je l'ai appliqué à mon Rigid Body. Vous avez un autre moyen où vous auriez pu faire la transform. C'est dire que le transform de mon personnage, donc ma position actuelle, donc de mon personnage, j'aurais pu l'additionner à ma direction, tout simplement. Mais alors là, il aurait fallu le faire en fonction de delta time. Mais c'est vrai que Rigid Body, il vous permet de faire des trucs un peu mieux au niveau des mouvements. C'est vrai. Alors. Ah ah! Déjà, c'est mieux. Il s'est cassé la gueule, mais c'est mieux. Pourquoi? C'est parce qu'ici, on va voir, donc dans notre Rigid Body, on peut lui mettre des contraintes à notre Rigid Body. On va pouvoir lui dire ce que notre personnage, on a envie qu'il avance, mais il pourrait très bien simplement tomber sur les côtés, etc. C'est pas ce qu'on a envie. Parce que notre personnage, il va marcher tout droit, et on va pouvoir lui dire ici de freeze des rotations. Donc on va lui dire de tourner jamais selon une certaine rotation. Donc si je désactive la rotation X et Z, quand je vais appliquer la physique, jamais il pourra faire ça quand on marche. Donc là, cette fois-ci, ça marche. Je peux avancer. C'est vrai que je suis sur un clavier QWERTY. Reculer, etc. Maintenant, on a vu le premier script qui est le script le plus basique, le script de mouvement. Maintenant, on va voir un deuxième script. Quentin, tu veux prendre la main ou je la reprends sur la caméra? Caméra, vas-y, je te laisse faire. Je continue? Ok. Alors, donc, la caméra, on a une caméra ici qui est actuellement là. On a envie qu'elle suive notre personnage. Alors, tout à l'heure, on a parlé de hiérarchie ici. Où vous allez avoir vos différents objets dans la scène. Maintenant, ici, je vais rajouter la caméra qui est ici. J'ai envie de la mettre sur mon player. Maintenant, elle va être en enfant de mon personnage. Ce qui va se passer, c'est que si je me déplace, elle va se déplacer en même temps que moi. Donc si je me déplace, la caméra, elle me suit. Parce que là, je suis en mode scène. Donc quand mon personnage va se déplacer, la caméra, elle suit. Maintenant, là, pour l'instant, on a toujours une caméra fixe et c'est pas très beau. On va pouvoir ajouter un script. Donc, alors ici, tout à l'heure, on a parlé de prefab. J'en profite pour rappeler que ici, on a parlé de prefab et on a un objet. On a rajouté un objet dedans. Si je rajoute un deuxième player ici, on voit que le player, il n'y a pas la caméra dedans. Voilà, pour régler le problème, ici, on voit qu'on a un petit plus. Je peux faire un clic droit et dire que added game object, je peux rajouter ce game object et je peux l'appliquer au prefab. Et maintenant, mon prefab a été mis à jour et si je l'instancie, on voit qu'il est instancié avec la caméra. Et ça compte aussi pour tout ce qui est les paramètres de chaque component. Ici, on voit par exemple la speed, je l'ai modifiée. Il y a marqué qu'elle est en bleu, comme quoi elle est modifiée sur cette instanciation de l'objet, mais pas sur le prefab. De la même manière, je peux faire un clic droit et appliquer la mise à jour. Ou si j'ai fait trop de conneries, je peux revert. Donc, alors, on va rajouter un objet, donc on va rajouter notre script. Attends, je vais récupérer sur... Ok, donc on va rajouter le script player. On va lui rajouter un script, donc, alors celui-là on l'a déjà créé, il s'appelle Camera Controller.
Même si on va en parler en détail. Donc, je recrée juste qu'il a besoin d'un GameObject vide qu'on va mettre au niveau de sa tête. Et la caméra, on va le mettre en enfant. Alors là, il y a un problème. Pour lui, il y a un problème. C'est que j'essaye de modifier l'ordre d'un objet qui est présent dans le prefab et ça, on n'a pas le droit. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce GameObject vide que j'ai créé, je vais l'appliquer au personnage. Je vais rentrer donc avec la petite flèche, je rentre dans mon prefab et je viens l'éditer. Et ici, je peux mettre le caméra en enfant. Et là, ça a mis à jour ici aussi. Donc, si on vient éditer notre caméra contrôleur, on voit qu'on a à nouveau plein de paramètres. Alors ça, c'est la Command Core, c'est très utile quand vous faites... Alors ici, on a un personnage donc en TPS, donc en la troisième personne. C'est simplement pour gérer après, si vous avez envie dans votre projet d'avoir par exemple la gestion de collision de caméra, ce genre de choses. Vous avez des outils qui vous permettent de le faire, peut-être qu'on en parlera si on a le temps. C'est pour ça qu'ici, notre encre, ça va être notre GameObject vide, donc on vient l'appliquer ici. Donc, on retourne dessus. On va avoir donc une sensibilité, bon ça c'est des paramètres classiques si vous avez envie de changer, et pouvoir inverser ou non la rotation. Maintenant, quand on va bouger notre personnage, je pourrais bouger mon personnage à 360. Donc si je commence le... Ah ben non, attends. Alors, ne jamais éditer, ne jamais faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire, vous êtes en game et vous éditez en même temps votre script. Quand vous allez faire ça, vous allez avoir de gentils messages d'erreur. Donc, il faut arrêter avant. Donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Si je viens éditer, cette ligne-là, je vais la laisser. On verra après pourquoi il y a tout ça. Hein. Je n'aime pas Théo Wake, Quentin, par contre. Ah. L'intérêt donc de ce qu'on a mis ici, donc du min x et du max x look, c'est que si je démarre le jeu, c'est que je vais pouvoir faire c'est un gros fail, dis donc ce soir, pas tout marché. La sensibilité est à 0 à droite. Peut-être. Je veux pas dire que c'est... Ouais, peut-être. Ok. Ouais, bah attends, même 1 c'est pas assez, on va mettre à 5 parce que... Donc ici on voit je peux bouger sur l'axe. Donc ici on est sur l'axe Y parce que c'est la rotation, on le voit ici là, que je bouge. Maintenant je vais pouvoir aussi... maintenant j'ai désactivé l'axe... Eh ben je suis con, je l'ai désactivé. Ouais. On va simplement dire ici, donc j'éteins, parce que je vais montrer pourquoi c'est nécessaire, c'est très important d'avoir un angle X-Mix et X-Max. C'est que ici, je le mets pas à jour, parce que je ne vais pas demander son avis, mais on va mettre le current rotation et après on verra pourquoi. C'est que si je peux tourner à 360 autour de mon personnage, je peux aussi dire, je peux... Ah putain, 5. C'est que je peux aussi tomber dans le sol et faire une rotation et voilà, je vais me retrouver avec plein de bugs. D'où l'intérêt de lui dire j'ai un maximum et un minimum de je peux sur l'axe Y sur l'axe X pouvoir bouger plus ou moins la caméra. Avoir un maximum et un minimum. Donc ça ce sont juste des angles qu'on lui donne. Et ça va être notre variable float. Ça, c'est donc pareil, c'est au démarrage. C'est simplement, comme c'est noté là dans le petit commentaire qu'on vous a mis, c'est pour désactiver le curseur. Parce que sinon, vous êtes en jeu, vous avez à chaque fois le curseur de votre jeu, donc on l'a désactivé ici. Ici, vous allez donc avoir toujours votre fonction update qui va être appelée donc à chaque frame de votre image. Et donc, on va voir cette fois-ci la fonction look and move.
ici, donc on a notre transform. Alors transform, vous allez avoir, donc comme on a dit tout à l'heure, vous avez la position, donc ça, x, y et z. Vous avez la rotation. La rotation, ça commence à parler de quaternion. C'est pas des, ici, vous avez des angles qui sont en degrés. Mais quand vous serez dans le script, lui, les objets sur Unity sont en quaternion. Et voilà, comme dit Quentin dans le chat, les quaternions, il faut être assez bon en maths pour les comprendre. Par contre, vous pouvez les transformer directement en angle. Donc, quand je fais transform.EulerAngle, j'ai accès à ces données, ces trois données, x, y et z, mais sous forme de degrés. Quand je vais faire donc mon transform.EulerAngle, ça, je peux soit accéder à la valeur actuelle, soit ajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'on va ajouter ici? On va rajouter déjà dans un premier temps notre transformation sur l'axe Y. Oui, c'est mieux là. Ouais, je suis d'accord avec Simon, c'est mieux quand même. Peut-être Darius dans le chat vous dira qu'il préfère les quaternions, mais... Enfin bref. Donc ici, on a dit qu'on avait nos trois vecteurs. Le vecteur up, ici, c'est simplement un vecteur qui prend comme valeur, donc je peux le réécrire simplement, ce qui prend comme valeur 1, 0 et 0. Donc c'est-à-dire, c'est juste, on veut faire un calcul sur l'axe Y. Donc, comme on est sur notre rotation de notre personnage, l'axe Y, ça va faire tourner le personnage. Maintenant, à ça, on va le multiplier. On va le multiplier par une valeur. Par quelle valeur on va le multiplier? Donc tout à l'heure, on avait vu qu'on avait le getAxis horizontal qui prenait comme valeur 1 ou moins 1. Ici, on a les mouseX et mouseY. Donc c'est simplement pour latéralement, si est-ce que vous bougez votre souris vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas. Ça va vous donner une valeur comprise entre 1 et moins 1. Vous allez multiplier ça donc, par la sensibilité donc, qui à chaque fois est à 0 et... Sinon je vais encore me faire avoir. Et à ça, on a juste mis une constante parce que c'était beaucoup trop faible chez nous ce qu'on avait. Maintenant, on a notre rotation donc, en X. Donc ça c'est simplement, donc ça fera tourner notre personnage autour de lui. Maintenant, on a aussi envie de pouvoir regarder vers le haut ou vers le bas. Donc ici, on va avoir donc, la deuxième partie. Où ici, on va avoir la valeur actuelle de notre rotation. Donc notre rotation, au début, elle est définie. Alors ici, on voit qu'on ne l'a pas définie, mais c'est défini automatiquement quand on instancie par un vecteur nul, donc avec 0, 0, 0. Et pareil, ici, on vient modifier. Donc on vient simplement... je raconte de la merde, c'est un float. Pardon. Écoutez pas ce que je dis tout le temps. Hein. Et en fait, il y a Quentin qui devrait me reprendre, parce que je dis un peu trop de conneries ce soir. Donc c'est simplement notre angle, vu qu'on a simplement besoin de cet angle, on le garde ici, donc la rotation en X actuelle. On vient le multiplier par, est-ce que je fais bouger de haut en bas ma souris, multiplié par une sensibilité. Et ici, vous avez une condition. Est-ce que j'ai choisi d'inverser la rotation X et Y? Donc, pour ceux qui ne savent pas, les opérateurs ternaires, ici, donc, je mets ma condition. Point d'interrogation si c'est vrai. 2 points si c'est faux. Ça vous permet de faire des midi-conditions inline. Ajouté à ça, donc tout à l'heure on avait rajouté notre caméra, on l'avait fixée à une encre qui était dans la tête du joueur. Ici, j'ai récupéré la valeur la valeur en degrés de l'angle. Et ici, j'ai rajouté un mathf.clamp. J'ai modifié la valeur x. Parce que c'est la valeur x qui nous intéresse. Parce que si je me mets ici, ce qu'on va faire bouger, c'est ça. C'est cette partie-là qu'on fait bouger. Et pas juste la caméra. Ce qui vous permet d'ailleurs, si vous avez après d'autres objets, par exemple un canevas, ce genre de choses qui seront en 3D, donc pour avoir votre interface, ce genre de choses, vous allez pouvoir les mettre en enfant et donc ça bougera en même temps que votre caméra. Donc ici, le math.clamp, c'est simplement lui dire, j'ai ma valeur, et si elle est plus petite que le minimum, alors je m'arrête au minimum, et si elle est plus grande que mon maximum, je garde le maximum, ce qui vous permet d'avoir un intervalle.
Et ensuite, je viens simplement mettre à jour l'angle de ma Kamen Curve, donc son angle. Donc, in fine, on se retrouve avec... Voilà, ok, c'est bon, cette fois il y a bien 5. Ah, donc là on a une erreur. Par exemple, quand j'essaie de compiler ici, il me sort une erreur. C'est parce qu'apparemment j'ai oublié de mettre un point virgule à la fin. Donc ça compile pas et c'est 0 OTP. Hein. Oui, je sais pas coder, t'as vu. Donc si je retourne en play mode ici, maintenant, je vois qu'ici j'ai un minimum et là j'ai beau monter ma souris, je me retrouve bloqué, je peux pas descendre en dessous. Par contre, je peux toujours tourner. Donc ça, ce sont 2 scripts de base. Oui, moins 42, mais tu as raison, Quentin. Donc ça sera pour les 2 scripts de base. Donc le mouvement à la caméra, c'est assez basique, c'est présent dans tous vos projets. Et maintenant, par contre, on a un truc un peu dégueulasse, donc je vais laisser Quentin continuer avec une jolie première scène. On va passer sur un truc un peu joli. Donc là, on a parlé de la partie mouvement. Et tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai simplement appliqué à une asset que j'ai pris sur donc l'asset store. C'est une marketplace donc sur Unity où chacun peut vendre ses modèles 3D, ses scripts. Enfin, chacun peut vendre ce qu'il fait. Il y en a aussi pas mal de gratuits. Donc ça, c'est une petite ville assez sympa. Et donc je l'ai appliqué donc à un joueur ici. La plupart des modèles 3D que vous aurez seront comme ça en typose parce que ça facilite les animations. Donc là, on va parler d'animation. Juste, si jamais il y a la moindre chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me couper hein, ou à prendre la parole. Donc, j'ai simplement appliqué ce que doivent montrer au personnage. Au personnage, donc on peut se déplacer dans la ville. Mais donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas ouf avec des bras comme ça. Et donc on va lui rajouter des animations. Alors, soit le personnage aura par défaut un animateur, dans quel cas ce sera parfait, soit il n'y en aura pas, il faudra en créer un. Donc vous allez ici, create, animator controller, et donc vous l'appelez comme vous voulez. Vous double-cliquez dessus, et donc voilà, vous allez arriver dans la partie édition des animations. Ça se présente comme ça. Chaque petit rectangle représente une animation ou une condition. Entry, ça va être le point d'entrée, un peu comme le wake. Donc, dès que le jeu commence, ça rentre là-dedans. Et donc, ce qui est en orange, c'est l'animation qui va se jouer en permanence, si jamais on fait rien. Ce qu'on appelle l'idle, donc l'animation quand le personnage ne bouge pas. Donc pour acheter des animations, vous vous dites, j'aimerais bien une animation où elle bouge pas, juste elle a ses bras et elle bouge, enfin juste elle a les bras le long du corps, elle bouge légèrement. Vous allez sur, je l'ai pas préparé, je suis très mauvais. Vous allez sur Mixamo. Alors, vous pouvez faire comme ça. Donc vous récupérez des animations sur internet et vous les appliquez à vos personnages, ou alors vous les créez vous-même sur Unity, mais les créer soi-même, je trouve c'est un peu long et des fois ça rend pas super bien. Donc là, vous pouvez télécharger plein d'animations. Vous dites, je veux une animation quand elle ne bouge pas. Voilà. Vous prenez quelque chose comme ça. Bon, alors, ouais, le site galère un peu parce que ce qui est 3D, ils n'aiment pas trop. Il vous faudra juste un compte Adobe, mais après vous avez le droit gratuitement de vous en servir. Vous avez un petit panel de 2000 animations, un truc comme ça. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Donc vous dites cool, elle est bien cette animation, je la download, FBX pour Unity, 60 FPS qu'on veut quelque chose de qualité, puis ça après vous touchez pas. Non, donc vous téléchargez. Très bien comme ça. Et avant qu'il t'oublie, à droite, là vous avez en dessous de download, avant qu'il download, vous avez des paramètres. Vous pouvez changer la posture, le truc et tout. Bon là il aime pas trop, mais il aime pas trop, mais vous pouvez changer. Oui, peut-être parce qu'il te manque un perso. Là. Le site galère un peu. Mais non, Mixamo en général, je suis obligé de le relancer à chaque fois. Bon, ok. Bon, en gros, le site galère un peu. Mais en gros, il faut changer plein de paramètres. Vous pouvez même uploader vos propres personnages. Comme ça, là, ça me fait avec ce personnage qui a un truc que j'avais upload.
Et comme ça les téléchargera direct avec votre personnage et pas besoin de faire tous les changements dans Unity qui peut être parfois un peu, un peu chelou. Donc vous téléchargez, vous allez obtenir, bon je vais le montrer direct dans l'éditeur, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Donc avec votre personnage, son modèle 3D en lui-même, sa texture donc, et son mesh, donc un mesh, bah, ça touche plus à ce qui est Blender, mais ça va être donc ouais, la forme qu'il a un peu. Et les deux animations. Alors avec Mixamo, il y en a toujours une deuxième qui s'appelle Take 001, celle-ci n'y touchez pas, n'y touchez pas celle-là. Et donc vous cliquez simplement dessus. Alors au début, l'animation va être en générique. Il y a plusieurs types, quand on parle d'un personnage, donc ici avec des bras, il y a plusieurs types de personnages. Il y a plusieurs types de personnages. Donc il y en a qui sont de type générique, comme on vient de montrer, ou de type humanoïde. Humanoïde, ça va être, il sait déjà qu'il y a des bras, les jambes, la tête. Donc il y a des préconfigurations, je peux dire ça, qui sont faites. Et après, si vous faites vos objets sur Blender, tout dépendra, il faudra bien les paramétrer sur Blender, mais ça, vous avez plein de tutos sur ça sur YouTube. Voilà, ouais, voilà, pour tout ce qui est, si jamais vous faites vous-même 3D vous-même sur Blender, ouais, comme l'a dit Doff, il y aura quelques trucs à toucher. Donc imaginons que j'en ai pas. J'ajoute un composant animateur. Il est repassé en. Voilà. J'ajoute mon composant animateur donc à mon personnage. Et je lui glisse l'animation de contrôleur que je viens de créer, qui est pour l'instant vide. Et donc l'avatar. L'avatar, ça va être un peu comme le mesh, donc la forme qu'a le personnage, et donc sur quelle partie du personnage les animations vont se faire. Et alors là, donc comme le dit Dove, c'est important quand vous faites quelque chose sur Blender de bien configurer votre personnage. Avec ce personnage, il y a un avatar de données. Alors il y a déjà un avatar de données. Je vais le remettre parce que sinon ça va envoyer des gens. Enfin, je vais aller le chercher plutôt, pardon. Il était ici, modèle. Donc voilà, le personnage est là. Et tout en bas, on a son avatar. Son avatar, donc on peut aller voir ce que c'est. Hein. C'est un mesh. Bon, alors ouais, Visionneuse 3D, il va pas aimer. Mais bon. Donc c'est un mesh. Et donc maintenant, vous avez votre animation, qui est juste ici. Et vous dites, ok, cool, mon avatar est de ce type. Et donc, bon, on va le voir ici. Il est de type humanoïde, le modèle 3D. Et donc, vous vous dites, il me faut des animations de type humanoïde. De base, elles seront en générique. Elles seront en générique, celles de Mixamo. Mais vous avez juste à faire humanoïde. Et vous pourrez les appliquer. Après, vous pouvez aussi changer plein de paramètres à vos animations. Et donc, vous pouvez les jouer. Donc voilà, c'est une animation par défaut comme ça. C'est mieux que des bras en anti-pose. Et donc, vous rouvrez votre animateur contrôleur. De base, ça sera comme ça. Et vous dites, OK, je vais créer mon animation. Voilà, puis idle. Et vous appliquez une animation, c'est comme ça. Hop là, vous la glissez simplement. Parce qu'elle est bien en humanoïde, donc il ne va pas y avoir de conflit avec votre modèle 3D. Elle est en humanoïde, très bien. Alors cependant, il faut faire attention parce que ça, on a envie que ça soit joué tout le temps, en permanence. Donc on est là, on est anti-pause, enfin pas anti-pause, pardon, on est idle, on bouge pas, on a envie que ça soit joué en permanence. Et la plupart des animations, elles sont jouées qu'une fois. Et il y a un petit paramètre à changer, donc dans l'animation, vous allez sur votre animation, vous descendez, il y a plein de paramètres. Et loop time, il faut faire attention de le cocher pour qu'elle se rejoue en boucle, l'animation. Sinon, elle va se jouer qu'une fois et se stopper. Piou. Donc voilà, alors là on n'a rien besoin de faire du côté script parce que ça va rentrer là-dedans et juste jouer ça en boucle. Donc je sais plus si je l'ai ajouté. Un autre petit truc tout à l'heure, puisqu'il a déjà une animation de mouvement. J'ai un élève, alors je crois que c'était Mathieu ton prénom ou Mathias? Non, Mathias. Ouais, Mathias qui a rappelé de faire attention, de bien cocher sur notre animation et sur place ou pas. Ouais, ici là. Bon alors celle-là en l'occurrence non. Par exemple si on prend un truc de course,
Attends, je vais fermer ça, là. Bon. Pour tout ce qui est mouvement, il faut privilégier. Hein. T'y arrives En gros, ici, vous allez avoir un miroir ou... ouais, bon. Mixamo, il galère un peu le site. Voilà, par exemple, on prend une animation de course, voilà. Voilà. Si jamais je touche à rien, de base, le personnage va courir. Bon, voilà. Non, tu vas courir? Je pense que Voilà. Ah, Voilà. De base, il va courir comme ça. Et bah, si jamais on l'ajoute sur Unity, bah, sur Unity, il va aussi avancer en même temps. Et ça va conflicter avec nos déplacements qu'on a fait. Du coup, hop là, on le dit qu'il bouge pas. Et comme ça, il court sur place. Et comme ça, il court sur place. Et on pourra juste jouer l'animation et pas faire en sorte qu'elle déplace le personnage ou quoi. Du coup, donc voilà, on a fait l'animation idle. Donc déjà, c'est bien mieux que quand elle écarte les bras comme ça. Maintenant, on va voir comment activer certaines animations via le script. Par exemple, quand elle se déplace, ça fait un peu bizarre de se déplacer comme ça. Du coup, j'ai pris une deuxième animation donc, pour courir. Donc, comme vous pouvez voir ici, une petite animation de course, comme j'ai montré, donc, comme Dove l'avait dit, pardon, en in place toujours, pour éviter que quand on appuie, elle part super loin. Donc, j'ai pas lancé Rider, putain, pardon. On retourne ici. On se dit, ok, je veux une deuxième animation. Bah, on en crée une autre. Running. Toujours pareil, on vérifie qu'elle est en, ah voilà, elle est en générique. Je la passe en humanoïde pour pas qu'il y ait de conflit avec mon modèle 3D qui lui est en humanoïde. Oula. Voilà. Ah, alors ça veut dire que vous avez... Ça crash, donc on espère que vous avez bien pensé à sauvegarder votre projet avant. J'ai tendance de sauvegarder. Bon bah c'est les aléas du direct, hein. C'est des choses qui arrivent. Ah. Je crois que ça veut dire que t'as un PC qui est pas ouf. Évidemment. Ah là mon PC est en surchauffe là. Oh là, ça spoil sur la suite, ça dit donc. Mais non, ils ont pas vu. Ça spoilait la suite. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, hein, prenez la parole, parce que ça va mettre un bon 30 secondes à lancer. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, si c'est des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne après. Il y aura une petite pause vers 20h pour manger, et puis on reprendra, je pense, vers 21h, et après ce sera plus du bonus, donc des petits côtés graphiques ou quoi, ou si jamais des gens ont des questions, qu'on revienne sur des points antérieurs. Voilà. Bah, on a rien sauvegardé, dis donc. Tout est là. Mais ouais, pensez bien à sauvegarder régulièrement, des petits contrôles S réguliers. Donc lui, il revient là-haut. Voilà, donc on en était là, elle est bien en humanoïde, elle. Je veux une animation pour courir. Et je mets l'animation courir. Piou. Et donc maintenant, comment va se faire la transition? Ça, je rappelle que ça se joue en boucle, c'est juste quand elle a les bras le long du corps. Et ça, c'est l'animation quand elle court. Et donc, je vais dire, quand j'appuie sur une touche pour me déplacer, je veux que cette animation soit jouée. Et, elle a déjà été créée. Bon, de base, vous aurez ce petit truc paramètre qui vous permettre donc, juste à travers le script, de pouvoir jouer avec certains paramètres. Et donc, je vais lui dire, créer un paramètre running, et ça va être activé que quand elle va courir, donc quand je vais appuyer sur une touche. Pour me passer d'une l'une à l'autre, vous allez faire clic droit sur l'une des deux, make transition, qui va vous dire, ok, je vais passer de là à là sous certaines conditions. Alors, certaines conditions, donc on va appliquer cette flèche. Et la condition va être ici, tout simplement. Dès qu'elle commence à courir, j'y vais. Mais après, il faut forcément qu'elle revienne, que quand on n'appuie plus sur une touche, on remette les bras le long du corps. Et donc, pareil, quand on arrête de courir, donc en running et à false, on y va. As exit time aussi, c'est assez important de le décocher. Parce que si jamais, imaginons que l'animation elle est au milieu, et que vous appuyez sur avancer, ça va attendre la fin de l'animation pour courir. Et donc, ça va créer un petit décalage un peu pénible. Donc voilà. Et donc, mon rider est ouvert, c'est nickel. On va sur le script donc déplacement. Et la première chose qu'on va faire, c'est donc récupérer
sur notre joueur ici le composant animator. Donc comme on avait fait pour le rigid body, oula, Rider a du mal. On crée une petite référence, donc c'est un animator. On crée une petite référence et on va donc, comme les autres, les récupérer au début. Parce que pour l'instant, il est à nul, et donc on peut pas interagir avec. Et donc on dit, je le récupère parmi tous les composants du personnage, je récupère un truc de type animateur. Alors désolé, je vais le passer en QWERTY depuis pas longtemps, j'ai un peu du mal. Et donc voilà. Ici, donc, comme Dove l'avait expliqué, c'est quand move horizontal est à -1 ou 1 que ça bouge. Si jamais c'est à 0, c'est-à-dire que ça bouge pas. Et donc, c'est typiquement ce qu'on va dire ici. Si move horizontal et donc enfin non, est différent de 0, pardon. Est différent de 0. Oula. Est différent de 0, donc soit qu'on va à droite, à gauche et qu'on avance au recul, donc on va aussi mettre pour vertical. Tac, tac. Et donc voilà, si jamais il y a cette condition qui est remplie, alors on va faire courir le personnage. Et donc pour ça, vous faites animator point. Alors ça paraît, c'est de la doc, vous pouvez accéder à plein de choses de la doc, mais nous ce qui va nous intéresser, c'est cette boule, parce que ici, on avait un booléen en paramètre, et donc on va vouloir y accéder, qui s'appelle running. Et donc là, on dit que le paramètre qui s'appelle running, on le passe à true. Donc on le coche. Et donc vu qu'on va le passer à true, c'est cette flèche qui va s'activer parce qu'on lui a mis la condition true. Et donc on peut même prévoir les animations, les transitions vont donner quelque chose comme ça. Oh là. Vont donner quelque chose comme ça, donc voilà, et là elle commence à courir. Vous pouvez aussi jouer avec les transitions sur quelque chose de plus ou moins direct. Et donc voilà. Et donc si jamais on arrête tout simplement d'appuyer sur avancer, reculer, etc. On le remet à faute. Je pourrais le faire en une ligne, mais je préfère le laisser clair comme ça. Et donc déjà, on va avoir un petit personnage qui court bien mieux. Si j'ai le truc activé, tac tac, ok, normalement on est bon. Merci Dove pour avoir envoyé le tort. Voilà. Donc déjà on a quelque chose d'un peu plus naturel. Bon là elle va un peu vite peut-être. Mais déjà on a quelque chose d'un peu plus naturel. Donc là j'avance, j'arrête d'appuyer, elle revient en idole. Et d'où l'importance de décocher ça. Alors pas dans tous les cas, parce que dans certaines situations vous voulez qu'une animation se termine. Là en l'occurrence on veut vraiment que ce soit direct. Côté animation, on ira en a peut-être en bonus par la suite. Si encore une fois c'est quelque chose qui n'est pas clair ou quoi, n'hésitez pas à me couper. Alors maintenant on va parler de la partie multijoueur. Pour votre projet S2, il y a certaines conditions qui sont obligatoires si jamais vous faites un jeu, dont que ça se doit d'être un jeu multijoueur. Multijoueur, donc qui joue à plusieurs. Et avec une IA aussi. Je pense que c'est les seules conditions, non Dove ? Oui, je suis le sujet, mais normalement ça fait plusieurs années que c'est comme ça, chaque fois c'est multijoueur et IA obligatoire. C'est ça. Donc multijoueur, au début, alors à première vue, ça fait peur, parce qu'il faut gérer des trucs réseau et tout. Moi, au début, je me suis dit, je vais pas m'en occuper. Et au fur et à mesure, j'ai regardé ce que faisait mon groupe, et j'ai fait, ah, ça a l'air pas mal en vrai. Et puis, au fur et à mesure, j'ai beaucoup touché. Parce que je trouvais ça vraiment bien. Et donc, alors, le multijoueur, vous allez avoir des aides, des moteurs qui vont vous aider. Ils vont pas vous laisser comme ça. Ils vont pas vous laisser comme ça en vous disant, vas-y, fais un multijoueur. Et donc, vous allez pouvoir, donc comme je l'ai dit, il est téléchargé sur cette store. Vous êtes là, vous écrivez par multijoueur. Multiplayer, pardon. Ouais. D'ailleurs, vous avez le droit, en théorie, vous n'êtes pas réellement limité. C'est juste qu'il doit quand même avoir un intérêt pour votre jeu. Si vous trouvez un asset, vous avez envie de dépenser votre argent pour trouver un asset qui fait votre jeu à votre place, c'est non. Il faut que ça soit quelque chose de réellement... Il y a des assets qui à, par exemple 200 € qui sont limite un jeu complet, mais non. Non. C'est pas le but du tout. Du Par coup, contre, après, si vous avez besoin de quelques petits trucs, vous avez toujours des mini-assets gratuits qui font, par exemple, je sais pas moi, ils font un contour autour d'un personnage.
Par exemple, ce genre de C'est des ça. mini shaders. Un petit truc très rapide, un petit truc très rapide pour faire des petits contours sur un personnage. Ça c'est gratuit, Et ça marche c'est super ok. bien. C'est ouais, voilà, ça c'est ok qu'on le prenne. Donc vous êtes là, bon, multiplayer. Vous cherchez multiplayer et vous trouvez. Alors il y en a deux principaux. Il y a Pun qui est donc de Photon et Mirror qui est ici. Alors Pun c'est pour donc Photon Unity Networking, je crois. C'est quelque chose qui vous permet de mettre en relation de manière très pratique des clients. Alors pour un projet S2, je recommande vraiment Photon, parce que la version gratuite est vraiment bien. Euh, ouais, voilà, ça vous emmène directement vers l'asset store. La version gratuite de Photon est vraiment bien. Après, si vous voulez vous attaquer à un projet d'une plus grande envergure avec des milliers de joueurs, alors là, je vais plus recommander Mirror. Mais Mirror, ça va être un peu plus compliqué que Photon, où il faudra gérer, il y aura une plus grosse partie réseau. Photon, c'est vraiment des trucs du style, si jamais le joueur se connecte, alors il se passe ça. Si jamais le joueur se déconnecte, alors il se passe ça. Photon, c'est vraiment rapide. La partie multijoueur, je pourrais y revenir après si jamais vous voulez. Je pourrais y revenir après si jamais vous voulez. Et donc voilà, maintenant donc, comme on avait dit, il y avait une partie multijoueur obligatoire et une partie IA. Et donc c'est de quoi on va parler de la partie IA. Alors, dans cet asset, il y avait aussi des petits policiers qui étaient fournis. Donc on s'est dit, on va faire un jeu où on se fait chasser par la police. Je n'y voyais aucune image ou quoi. Donc l'IA, vous avez plusieurs. Ça dépend du jeu que vous faites. Ça dépend du jeu que vous faites. Par exemple, moi j'avais fait un jeu de course pour mon projet S2, du coup c'était plus une IA. Pour les courses, Dove avait fait un bon, c'est quoi le terme du jeu que. Une sorte de hide and seek. Voilà. Un jeu de cachet. Du coup, l'IA, c'est plus une IA qui se balade de manière aléatoire et qui trouve des techniques pour se fondre dans le décor. Et là, donc là, l'IA, ça va être plutôt, si jamais le policier voit le personnage, il commence à le chasser. Et donc, il y a plusieurs outils, comme on a expliqué, plusieurs outils sur l'Asset Store qui permettent ça. Alors, encore une fois, c'est pas le but d'utiliser des trucs de l'Asset Store, parce que c'est vraiment de découvrir comment coder. Comment coder. Et pour ça, alors il y a un truc open source qui s'appelle Navmesh de Unity. Oula, pardon. Hop là, qui s'appelle Navmesh. Pardon. Qui s'appelle Navmesh, qui va vous permettre de faire déplacer une IA vraiment facilement. Et donc, je rallume mon petit policier. Je fais ça. Donc j'ai créé un script police, et donc on va aller voir en détail comment il fonctionne avec un composant Navmesh. Le Navmesh Agent, il y a plein de paramètres que vous pouvez changer, mais c'est globalement votre IA, et vous allez pouvoir lui dire va par là, va par là. Navmesh, c'est du pathfinding, donc c'est vraiment très pratique. Par exemple, si je lui dis va là-bas, il va automatiquement calculer, ok, faut que j'évite ça, faut que j'évite ça, faut que j'évite ça, faut que j'évite ça. C'est pour ça que Navmesh c'est très pratique. Si je lui dis va là-bas, il va trouver le chemin le plus court pour aller par là, ou au contraire, il peut choisir le chemin le plus long. Et donc, on peut le voir ici. Là, voilà. Ça c'est comment le policier notre IA va voir l'environnement. Il va se dire, ok, faut que j'évite cette voiture, faut que j'évite cette poubelle, etc. Voilà, mais merci de. Il nous a balancé un petit tuto Navmesh. Donc pareil, Unity, ça va être beaucoup de tutos. Ça va être beaucoup de tutos YouTube. Et Brackey, c'est une excellente chaîne si vous allez sur YouTube où il y a de tout. C'est une énorme chaîne qui fait que du Unity et elle est géniale. C'est ça, c'est dommage qu'il a arrêté d'ailleurs, qu'il fait plus de vidéos. Parce que c'était vraiment, elles sont vraiment bien ces vidéos. Du coup, on vous mettra tous les liens. On vous mettra un petit truc, lien utile, raid, du coup, t'inquiète pas. Donc, alors, les différentes infos. Du policier. Ici, alors, header, c'est juste un petit truc que vous mettez comme ça. C'est pour préciser ici que tout ce qui est en dessous, c'est les informations du policier. Donc, pareil, comme Dol l'avait expliqué, je sérialise les différents trucs pour pouvoir préciser leur valeur ici. Donc, les dégâts que va faire le policier au joueur, ça j'y reviendrai après.
la distance à laquelle il va faire des dégâts. Alors pas scrolling distance, c'est un peu un terme grossier, mais c'est à partir de quelle distance il va détecter le joueur. Si jamais le joueur est à, par exemple, bah là, je l'ai mis à 4. Si jamais le joueur est à 4, enfin 4 mètres ou moins, bah alors le policier va courir vers lui. 4, ça représente bah, typiquement ça. Ah bah ça se change en live, c'est parfait. Donc voilà, plus je grossis le truc, plus ça change. Et donc juste pour dessiner cette petite sphère, c'est une fonction pareil. C'est une fonction pareil qui vous permet de dessiner des sphères. Alors, on a aussi donc le joueur en lui-même qu'on doit traquer pour calculer la distance avec lui à chaque fois. Et donc savoir à quel moment on doit y aller. Apps Manager, je vais en parler plus tard, mais c'est pour tout ce qui est la vie. Donc c'est pour gérer la vie. Et donc Navigation, donc le composant principal de l'IA pour tout ce qui est pathfinding, donc savoir qu'est-ce qu'il doit éviter comme obstacle. On peut d'ailleurs changer, la vitesse, si jamais il est très précis ou pas. De quoi, quel langage, Mathias? Vous n'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Quel langage actuellement? L'IA? Ah oui, pardon. Ça, c'est dans c'est Sharp. Oui, pardon. Ce que vous verrez à la moitié, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que tu verras après à partir de la moitié du S1. C'est ça. Non, mais c'est parce que je reconnaissais pas l'IDE, alors du coup. C'est Rider. C'est Rider. Ah, ok. C'est quoi, c'est JetBrains, je suppose? Oui. Ouais, c'est JetBrains. Meilleur. Du coup, donc là, vous récupérez Navmesh, vous récupérez les composants Navmesh, etc. Alors ici, alors Vector, comme on dit, on le répète, c'est de la doc. Donc là, vous tapez sur internet Unity, calcule la distance entre deux objets, et ça vous ramène vers Vector 3.distance. Je calcule la distance entre ma position, transform.position, ma position actuelle, et la position du joueur. La position du joueur que j'ai précisé donc dans l'inspecteur ici. Donc j'ai ma distance, et si jamais elle est inférieure à ma distance donc, de patrouille qui était 4, alors je bouge, et si jamais je suis assez près pour le taper, je le tape. Donc ma fonction move, elle est vraiment très très simple, c'est juste, en utilisant le composant navmesh pour l'IA, je lui dis, ta destination, ce sera le joueur. Donc tu suis le joueur. Et donc bon, ça on y reviendra après. Et donc, je peux mettre des petits debug logs aussi pour qu'on voit mieux. Donc debug log, comme le DOL avait montré, pour tout ce qui est console, suis le joueur. Les debug logs, vraiment, n'hésitez pas à en abuser, mais après, enlevez-les quand même de votre projet, parce que, comme JetBrains le dit, c'est assez gros en performance. On est obligé de disable pour montrer que c'est moins gros que ce qu'on pense. Donc ça fait attaque, normalement c'était bon. Non, c'était bon. Et donc dès qu'on va s'approcher de cette petite sphère, il va commencer à nous suivre. Voilà. Il commence à nous suivre. Alors, si jamais je m'éloigne suffisamment, il me suit plus. Et donc on peut voir dans la console qui suit le joueur, Et donc par exemple si je me mets très très loin à travers des voitures, Navmesh c'est vraiment mieux, ce qu'il va comprendre qu'il doit faire le tour de la voiture. Bon, ouais. Alors ça marche pas toujours. Ça marche toujours très bien, mais bon. Alors c'est normal, c'est une petite erreur, c'est parce que j'ai désactivé ce script. Donc après, ouais, pour l'IA, ça dépend vraiment du style de jeu que vous voulez créer, mais Navmesh c'est un très bon début, parce qu'en général votre IA va se déplacer. Pas forcément, il y avait des jeux de cette année où l'IA se déplaçait pas. Mais si jamais votre IA se déplace, Navmesh c'est un très bon début. Tu veux reprendre la main, Bob? Ouais, alors je vais juste reprendre la main sur... Alors cette fois-ci pas sur ton projet, je vais prendre un vieux projet puisque ça m'a servi de base pour notre projet de S2. Attends, parce qu'il faut que je change pour OBS. Pourquoi je suis pas capable de donner des noms explicites? Ok, donc ici on a donc bon, on a plein d'IA. Je vais peut-être les réduire à une pour qu'on comprenne bien. Il y a plein d'objets, hein, c'est pas, vous inquiétez pas. Je vais juste dire que je veux un seul NPC. Peut-être pas 114, c'est pas sûr. Voilà. 2. Ouais, 2. Ok.
Donc ici, quand je vais avoir mes deux IA, donc si je prends mon NPC Walking, donc c'est pareil, ça c'était nos personnages qui marchaient. Donc ils ont leurs composants. Dedans, il y a un petit fichier de debug path, c'est juste pour voir le chemin qu'il prend à chaque fois. Donc ça, c'est toujours notre navmesh, notre navmesh agent. Donc celui-là, c'est celui qui calcule donc le chemin à parcourir. Parce que quand on se met, donc ici, on n'a pas, là ici, je l'ai pas, mais celui dans Windows, que je vais dans, il est passé où déjà? Ah, ici, je vais avoir dans Windows, je vais pouvoir ajouter des fenêtres. Ici, dans l'intelligence artificielle, j'ai Navigation. Ici, ça me rajoute l'onglet navigation. Et ici, je peux voir les zones en bleu, par exemple. Ces zones où l'IA a le droit de marcher. Donc, si je lui dis d'aller à ce point-là, il va calculer le chemin le plus rapide et le plus court pour aller à cet endroit-là. Donc, ça, c'est le pathfinding. Maintenant, ici, on voit par exemple qu'on a nos bordures. Donc, ça, vous allez pouvoir les gérer, tout ça, avec, pour lui dire quelle zone il a le droit de marcher, quelle zone il n'a pas le droit, etc. Donc, ici, on voit, il y a ces zones-là. Si j'ai envie par exemple qu'il puisse marcher sur le plafond, même s'il n'y a pas de zone pour y accéder, il me suffit de changer le not walkable ici en walkable. Et ensuite je vais recalculer la valeur du navmesh en refaisant un bake ici. Et ici on voit que cette zone, donc s'il y avait une IA, elle pourrait marcher là. Bon, il n'y a aucun moyen de rejoindre d'ici à ici, parce que les deux parties sont pas reliées. Maintenant, revenons à nos moutons, l'IA. Donc l'IA doit être posée, donc Unity doit comprendre que l'IA est posée sur le navmesh pour que le navmesh agent puisse fonctionner. Une fois que c'est fait, on va donc ici j'ai mon petit script Walking NPC. Alors il est gros, je vais pas rentrer dans les détails. D'ailleurs je vais reprendre ton code Quentin sur le navmesh. Ouais. Que j'embrouille pas tout le monde avec cette IA. J'ai juste pour montrer le résultat, mais Attends, je peux l'envoyer. ouais, je veux bien que tu m'envoies le code source. J'ai fermé l'autre rider. Oui, bah oui. Je l'ai mis dans conf. Bah c'est parfait. Attends. Ok. Donc ici, donc tout à l'heure il a parlé, donc il a initialisé l'agent. Et donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est le setDestination. Le setDestination ici, c'est juste une fonction. C'est pas un flag triche, c'est un code de base. Vous voulez pas ban Alexandre? Ok, donc le setDestination, c'est simplement donc une fonction qui prend paramètre une position. Et ensuite, l'agent va calculer donc le chemin le plus court pour aller à cette position. Donc si je lance le jeu, donc on a la même chose dans mon script. Bon, c'est un peu plus poussé, du coup ça je le donne pas. Mais je vais avoir mon IA qui va calculer, elle va chercher une position au hasard. C'est pas ces petits cubes rouges, elle va chercher au hasard une position. Mais si je démarre, oh là là, je crois que mon ordi est en PLSU aussi. Si on démarre, on voit ici les petits points rouges. C'est le chemin que va... Attends. Ça a changé là? Ah non, c'est bon. Ah putain, c'est vrai qu'elle est... Je dis des gros mots, pardon. C'est parce qu'il y a plein de trucs. J'ai pas retouché à cette scène de test depuis longtemps. Je ne l'ai pas préparé ici. Ah bah du coup, il n'y a rien qui marche. Donc ça sert à rien que je vous le présente comme ça là-dessus. Yes. C'est génial ça. Bon, bref. L'IA va calculer donc des chemins. On voit ma souris au moins? Elle va calculer, donc comme vous voyez tout à l'heure, il y avait des petits traits. On va voir donc le chemin. Bon là, c'était mon script, mais il est pas très adapté du début de projet. Mais il va calculer donc le chemin qu'il va prendre et on peut le voir jusqu'à telle destination il va. Et une fois qu'il a atteint la destination, bah, il ne se passe rien parce qu'il a déjà calculé la destination. On voit ici que la fonction move, cette destination, elle est importante parce que le personnage il bouge. Mais sinon, une fois qu'il a fait il fait le set destination une fois et il va calculer le chemin à prendre pour atteindre la position du player. Mais là, si on le fait toutes les... Donc là, ce qui se passe, c'est que on le fait tant que le joueur est proche du policier, à l'heure, on va l'appeler. Et à chaque fois, on va recalculer le chemin à prendre pour aller vers le personnage. Alors ça va parce qu'il y a des conditions, c'est beaucoup moins coûteux. Mais par exemple, si vous faites une IA, comme par exemple dans notre groupe où elle va
elle se balade dans la ville pour se fondre dans la foule. Si votre IA cherche toutes les 2 secondes, change de destination, ça va pas. Donc après, vous allez pouvoir dire, bon, allez, un petit exemple de code quand même, et sans le présenter en détail. Oui, alors set destination ou point destination égal, c'est la même chose. Alors ici, je viens juste, moi, chercher, je lui dis que je veux qu'il me calcule un chemin accessible, vous allez pouvoir voir après. Mais après ça, c'est une IA. Hein. Donc on se base toujours sur le navmesh, donc de pouvoir faire déplacer des objets. Mais ça, c'est un type d'IA. Vous avez, Quentin, vous étiez servi, non, du deep learning pour votre jeu de voiture, non? Yes, on avait tenté, le résultat n'était pas à la hauteur de ce qu'on espérait, donc on a laissé tomber. Mais ouais, du coup, avec Unity, vous avez un outil, donc enfin, un outil, quelque chose que vous pouvez télécharger open source, qui vous permet de faire du machine learning. Et donc, c'est un outil très pratique. C'est très différent de Navmesh. C'est vraiment là, vous lui dites, c'est du machine learning, donc vous essayez de lui montrer ce que vous voulez qu'il fasse, et il va au fur et à mesure se rendre compte que ce qu'il fait c'est bien du machine learning. Je vais vous mettre la doc du truc. Je vais faire une copie de mon player. Je vais faire une copie de ce personnage-là. Et ce personnage-là, on va lui faire pareil. On va lui faire donc un navmesh agent. Donc là, il touche le navmesh. Donc on peut lui rajouter un navmesh agent dessus. Et je vais aller rajouter un move to player. On va créer ce fichier rapidement. Juste pour montrer. Parce que l'autre script est un peu gros, je trouve quand même. Donc je viens l'éditer. Donc on va... Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de notre navmesh agent. Donc par défaut, réflexe, on déclare une variable. Donc c'est notre navmesh agent qu'on veut. Voilà. On vient l'initialiser au démarrage. Alors ces petits raccourcis là, vous les avez dans JetBrains, vous pourrez voir un petit peu. C'est sympathique. Et donc ici, je vais dire à chaque fois le navmesh agent, pareil. Et là, cette fois-ci, je vais lui dire de set la destination à chaque fois sur. On va créer une target. Donc on va la mettre en public. Allez. Voilà, public. Transform. C'est très important parce que position, vous allez juste avoir x, y et z, mais il risque de changer. Vous ne pouvez pas le relier directement dans l'éditeur. Ça, c'est important. Par exemple, si vous avez besoin, là, par exemple, la target, ça va être moi, le player. Je veux qu'il aille vers moi. Vous ne pouvez pas simplement dire ma position. Vous êtes obligé de mettre le transform du player. Parce que quand vous allez mettre, si vous mettez un public vector 3, je vais essayer avec ça. Si je mets un public vector 3, donc target, et qu'ici, je disais déplace-toi vers la target. Si je faisais ça, alors, ici, on va voir en dessous, dans le script. Allez. Voilà, on voit ici que target, je peux juste rentrer des coordonnées. Mais je peux pas rentrer, je peux pas lui attribuer le pointeur qui pointe vers le transform de mon player. Donc, je vais mettre à la place un target, un transform, donc c'est plus très valide ce qu'il y a ici. Donc, je vais simplement mettre un target.position. Un autre petit détail que je viens de voir, alors j'en profite, tout à l'heure on avait vu les enfants, quand on avait mis la caméra en enfant. Ici, quand je tape ici, il me propose deux trucs. Quand je tape position, j'ai position et local position. Alors la position locale, ça va être, par exemple, si je me mets sur mon personnage ici, là. Ici j'ai une caméra, j'ai un petit bonhomme en 3D, mais ici j'ai ma caméra. Ici sa position, elle est relative à son parent. Donc à GameObject. Je me mets sur ce parent, on voit qu'il est là, il est à 1,62. Mais techniquement, si je prends le player, on voit qu'il est quelque part spatialement, il n'est pas en 0,0. Par contre, le GameObject, lui, oui, parce que c'est relatif à son parent. Donc c'est pour ça que vous avez accès au position qui va être global, donc dans le monde, enfin dans la scène, et le local position. Donc ici, c'est le position tout court qu'on veut, vu que... Après, on pourrait ici, dans le coup, vu que ici on voit qu'on a notre NPC, notre player, ils sont tous les deux à la racine de la scène. Techniquement, le local position de mon player, c'est la scène. Donc le local position de mon player, c'est la position.
Est-ce que c'est clair ou pas ce que j'ai dit ou pas? C'est pas clair, n'hésitez pas, hein. Ouais, me mettre un message, si c'est bon. Yes. Bon, je vais partir du principe que oui. Euh, Merci pour la réponse au chat. Merci à vous. Je me sentais seul pendant 2 secondes. Ok, donc revenons à nos moutons, l'IA. Donc cette fois-ci, je vais dire un set destination. Donc maintenant, si je fais play, on va voir que notre IA qui est laquelle? Ça doit être c'est laquelle dire ah bah c'est toi parce que tu dois être encore tout bugué toi. Notre NPC c'est bien lui, oui c'est lui. Alors pourquoi il est bugué? Tout simplement peut-être parce que j'ai pas mis de target. Ouais, bon, il lui manque peut-être les animations parce que ça c'est le NPC de base. Je n'ai pas mis les animations. Mais on voit que là, le personnage, ce qu'il a essayé de faire. Alors, there is no component. Alors, là on voit qu'il y a une erreur ici. C'est qu'il râle parce que j'ai pas d'animateur. Ah là là. Et c'est à quel moment qu'il essaie d'accéder à l'animateur? Alors, si je peux dupliquer ici, d'ailleurs, si vous avez des erreurs là, bah, c'est un parfait exemple. Ici, il me dit qu'il y a un component, donc il y a un script qui essaie d'accéder à l'animateur, sauf que j'ai pas d'animateur sur ce personnage. Et on voit qu'ici, le problème vient de NPC Event. Et ça vient de son enfant Smoke Bomb Manager. Alors, vu qu'ici, c'était propre à mon projet, je vais désactiver ça. Ça sera très bien. Je peux réactiver. Et mais il a toujours pas de target parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, je suis pas capable de retenir 2 trucs. Voilà. Donc. Par contre, du coup, oui, on compte mettre une rediff. Ah, mais il est pas connecté. Ok. Donc l'IA, là, eh ben, elle me suit en permanence. Parce qu'à chaque fois, si je me mets sur la scène, je pourrais lui rajouter un debug path pour voir. Alors, je vais montrer, tiens, sur. Je vais rajouter un. Alors, debug path, je peux vous le donner, c'est un tout petit fichier de rien du tout. C'est juste un fichier qui, du coup, tout à l'heure, je montrais, qui affiche le chemin dans l'éditeur, affiche avec des petits traits le chemin que le personnage y prend pour calculer son path. Donc, ici, je vais mettre un private debug path et que je vais initialiser. On est bien d'accord que le debug path là-dedans. Yes. Alors, c'est le premier qui trouve le debug path là-dedans. Je le mettais pas là-dedans avant. Yanni, je sais pas encore où je vais la mettre. Pour l'instant, j'enregistre, je la mettrai sûrement sur YouTube. Je mettrai un lien. Il faudra que je l'upload après. Ouais, bah du coup, je sais même plus comment je vais l'utiliser. C'est génial. Alors, mon update ici, c'est quand je calcule le path entre ma target. Ouais, mais ma target, c'est pas précisé. Tu veux que je reprenne la main le temps que tu trouves? Comment? Tu veux que le temps que tu Non, trouves, non, tu veux que je je vais repasse? simplement. Je sais plus pourquoi c'était comme ça. Donc, Je sais plus le pourquoi du comment c'était comme ça, mais je vais simplement changer ça par target.position. Ça devrait être bon là, je crois. Il faudrait juste que je me rajoute le debug path et que je dise que je le relie à mon player, mais ça devrait être bon là, je pense. Alors à gauche, par exemple, j'ai plein d'erreurs, mais là pour l'instant c'est des warnings, hein, c'est pas des erreurs critiques. Donc un debug path qu'on rajoute. Et ce debug path, je vais lui mettre en target. Bon, je suis sûr que ça marche pas parce qu'il n'y a plus rien qui marche, mais on va quand même essayer.
Enfin, warning, c'est pas grave, faut quand même regarder. Il y a certains trucs où on nous dit vous avez écrit caméra au mieux de mettre debug.camera, c'est pas très très important. Alors si je me mets là, je serai pas assez rapide le temps de... Il faudrait que je déplace mon personnage en même temps. Je vais me mettre là. Voilà, comme ça on verra les deux en même temps. Tac. Résume. Donc là on voit en rouge le chemin qui prend pour... Oui, ben, je sais pas jouer. Le chemin qui prend pour calculer... Donc je sais pas si vous arrivez à voir ou pas en rouge. Ouais. Je sais pas si c'était... Parce que même pour moi je trouve ça pas très... Enfin bref, du coup le chemin est assez simple parce que forcément là il calcule un chemin assez direct vers moi vu qu'il cherche en permanence. Bon alors après vous allez pouvoir ajouter, tiens, je vais vous montrer un petit truc rigolo. Parce que ça c'est juste le chemin au final, il calcule à chaque fois. Et vous allez pouvoir ajouter, tout à l'heure je vous avais montré, et parce que je diverge, mais c'est un petit truc, un petit tips. Ici, tout à l'heure, on a dit que, par exemple, ici, il y a la zone qui est en blanche qui permet à l'IA de ne pas toucher, enfin, l'IA ne peut pas traverser cette zone. Il y a moyen, par exemple, ici, on avait des portes. Le problème des portes, c'est que, bah, même si, alors c'est juste des objets, hein, c'est des objets pleins, mais que, si, alors, la seule chose que ça fait, c'est que ça fait une rotation des portes. Il y a un petit script qui fait ça. Le problème, c'est que même si je fais ça, bah, l'IA peut toujours passer. Donc, ce qu'on a fait, ça c'est un petit tip là-dedans, dans les doors. Laisse-moi deviner, c'est des vieilles portes. Ouais, c'est des vieilles portes, du coup, je dis un truc où ça marche pas. On va rajouter des nouvelles portes. Ok. Je vais taper Harris, il n'y a plus rien qui marche. Ah bah c'est génial. C'est quelle version de notre projet que j'ai? Parce que... Ah non, attends, je suis beaucoup trop con. Ok, bah c'était juste là. Okay. Bon, pardon, je dis des bêtises. Là-dedans, on voit là ici, j'ai... Est-ce que vous arrivez bien à voir? Il y a une petite sphère et un petit cube. La sphère, c'était... ici, elle est trigger, c'est-à-dire que quand un personnage rentre dedans, il y a un petit script qui est attaché et ça va déclencher un événement. Ça, vous pouvez regarder la doc et ou des petits tutos sur YouTube. C'est-à-dire que si un objet passe, je vais pouvoir dire si l'objet est de tel type, alors je fais ça. Et ici, j'ai un petit navmesh obstacle. Alors, je vais mettre la navigation ailleurs, comme ça, je vois les deux trucs en même temps. Si je l'active, simplement ici, ça coupe. Ça coupe, et ce qui fait que l'IA ne pourra plus traverser par là. Alors, vous pouvez aussi, de base, si vous l'activiez, le carve n'est pas activé. Ce qui fait que là, l'IA va essayer de passer par le cube. Enfin, il va toujours essayer parce que le chemin le plus court, ça serait toujours par là, par la porte. Mais il serait bloqué par un obstacle invisible. Je peux carve et dire simplement, alors dans ce cas-là, la taille de la box, ça sera une coupure dans le navmesh. Ce qui vous permet de faire des trucs, ce qui vous permet de faire des obstacles dynamiques dans votre carte. Car pour l'instant, bah, tout le reste ici, quand je me mets là, c'est statique. Je crois que on a fait à peu près le tour de ce qu'on pouvait faire simplement avec le navmesh. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Ou je te laisse continuer, Quentin? Ouais, du coup, je vais reprendre la main. Hop là. Du coup, on parlait de l'IA et donc dans la continuité, on va voir comment l'IA va taper notre joueur. Parce qu'il y a un peu de challenge. Donc, j'en avais parlé tout à l'heure. J'avais fait un petit script, donc Heroes Manager, qui est vraiment très très simple, qui va juste gérer la vie du joueur. Donc, il a de la vie maximum, sa vie. Tout ce qu'on fait, c'est qu'au début, on set sa vie à un maximum. Et on a juste une petite fonction take damage. Donc il perd de la vie. Et si jamais sa vie elle est en dessous de 0, il meurt. Donc là, c'est vraiment meurt, je mets un debug log. Donc là, c'est vraiment très simple. Et donc le policier, ce que j'ai fait, j'avais parlé de ces deux-là, damage distance. Si jamais c'est où? Si jamais ici, cette distance, si je m'en proche pour taper, alors il tape le joueur. Et tout ce qu'il fait, c'est que il
donc il a une référence au manager de vie du joueur et il lui fait prendre son nombre de dégâts. Donc on va le voir ici. Je vais peut-être mettre un debug.log, tape le joueur pour qu'on voit mieux. Voilà. Désolé, je suis un peu encore ça il y a pas longtemps. Tape le joueur. Donc voilà le list manager ici. Alors il n'y a rien de sérialisé parce que les deux seuls variables qu'on a besoin sont privés. On verra toi. Les deux seuls variables qu'on a sont privés, on n'a pas vraiment besoin d'y accéder. Tac. Donc voilà. Voilà. Et là on peut voir qu'il me tape. On peut voir qu'il me tape. Il me tape vraiment plein de fois. Et je suis mort plein de fois parce qu'il me tape vraiment très vite. Vous pouvez voir qu'ici, il me tape vraiment beaucoup trop vite. Et donc on va faire en sorte qu'il puisse par exemple me taper toutes les 3 secondes. Donc pour faire ça, on va sur le script du policier. Et on va lui rajouter un booléen. On va lui rajouter un booléen qui dit qu'il est en train d'attendre pour attaquer. Qu'il est en train d'attendre pour attaquer. Et que donc de base dans le wake, donc ce qui va être triggeré une seule fois, il n'attend pas. Et j'ai pas respecté les conventions. De base, les conventions, si jamais c'est complètement privé, mais vous mettez comme ça. Donc voilà, on va faire que il peut taper le joueur que si il n'est pas en train d'attendre. Parce que si jamais il est en train d'attendre de taper, c'est qu'il vient de taper il y a trop peu de temps. Donc si on peut taper, enfin ouais, bon, c'est pas très clair, mais si jamais on n'attend pas, alors on tape le joueur. Et donc dès qu'on tape le joueur, automatiquement on doit attendre pour à nouveau taper. Et donc pour attendre dans Unity, ça va vous servir énormément ça, tout ce qui est attendre. Ça se fait via des coroutines. Alors la syntaxe encore une fois c'est de la doc, si vous écrivez sur internet attendre sur Unity vous trouverez ça. Donc c'est une fonction de type enumerator. Voilà, made private. Enumerator wait. Et donc ce qu'on va faire ici c'est l'appeler. Alors les énumérateurs vous les appelez pas comme des fonctions classiques. Vous les appelez en faisant un start coroutine wait. Et donc ici ça va attendre le nombre de secondes qu'on dit et ça va repasser ce truc à false. Et donc la syntaxe, voilà, ça c'est comme je disais il y a 2 secondes, c'est de la doc. C'est ce que vous trouvez sur internet. Donc on va dire que il va attendre 1 seconde avant de me taper. Et donc on repasse waiting à false, donc il peut me retaper. Donc je vais juste rajouter des petits bugs pour qu'on voit bien. Attends pour attaquer. Là. Attaquer. Voilà. Donc déjà on va avoir quelque chose d'un peu mieux, parce qu'il va pas nous faire mourir instantanément. Et donc là vous l'avez vu aussi à l'écran, on n'a pas un réel display, on n'a pas une réelle visualisation de notre vie. Et c'est ce qu'on va faire juste après pour qu'on puisse voir notre vie. Donc là si jamais je me rapproche suffisamment, vous voyez dans la console ici qui me suit, qui m'a pas encore tapé parce que je suis pas assez près. Si jamais je suis assez près, voilà, il m'a tapé une fois, après il a attendu pour attaquer, puis maintenant il peut de nouveau m'attaquer. Donc là il peut me retaper. Donc là il me tape pas à l'infini comme on a pu voir tout à l'heure. Là il attend 1 seconde à chaque fois avant de pouvoir me taper. Donc maintenant on va essayer de voir comment montrer visuellement la vie. Et donc tout ça va se passer dans l'UI. L'UI, c'est donc tout ce qui va être seulement sur l'écran. Seulement sur l'écran et pas en face de la caméra. Donc ici, vous allez créer une... Alors là, je vais le créer avec une slider parce que c'est le moyen le plus simple, je trouve, pour montrer de la vie. Donc alors voilà, lui c'est immense. Lui c'est vraiment immense. Et ça s'adapte à la taille de votre écran. Enfin, à voilà. moitié ça s'adapte. Voilà, parce que justement c'est... Comme je vous l'avais dit, je vais juste le mettre au milieu. Hop là. La slider est ici.
et elle apparaît bien ici sur mon écran. Je vais d'ailleurs la grossir un peu. C'est juste pour la voir, après je vais la changer un peu. Voilà, elle apparaît sur mon écran. Tout ce qui est dans la canvas, c'est ce qui va être en face de votre écran. Alors la canvas, toutes vos canvas, systématiquement, ici, changez le constant pixel size with scale with screen size. Ça, c'est super important. Ça essentiel. Pourquoi? Parce que si jamais vous laissez ça et que vous en général dans votre jeu vous allez vouloir dire, vous allez pouvoir laisser la possibilité au joueur de changer sa résolution. Si jamais il est sur un 4 tiers, je sais pas, bon, c'est rare qu'il veulent jouer là-dessus, mais c'est toujours bien de laisser la possibilité de changer la résolution. Ou pas forcément, c'est pas forcément aussi une histoire de dimension, enfin de ratio de dimension. Ça peut simplement, ça peut vite tourner au drama l'UI. Par exemple, je sais pas, il y en a un, il commence à faire le truc en 4K, et vous avez un truc en Full HD, vous avez un écran en 1080p, et ben vous allez vous retrouver avec une interface qui est complètement zoomée, alors qu'elle devrait s'adapter à la taille de votre écran. Et donc c'est ça qu'il faut, ça c'est primordial. Et par exemple, notre groupe, on n'a pas compris ça tout de suite, on a dû comprendre ça peut-être au bout de 4 mois qu'il y avait cette possibilité-là. Ça nous avait tous saoulé l'UI parce qu'on ne comprenait pas pourquoi ça s'adaptait pas bien à l'écran. Donc ça, c'est super important. Très important. Et donc ici, hop là, scale with screen size, donc il va s'adapter à l'écran. Ici, vous mettez votre résolution maximum que vous voulez. On va mettre 1900 par 1080. Et ici, donc, hop là, 0,5. Donc ça va bien contrebalancer, si je puis dire, la largeur et la hauteur. Et donc notre slider, on va la réduire un peu. Alors ça rentre dans les détails, mais donc tout objet de l'UI est donc dans une canvas, parce que si jamais celle-là je la sors, vous verrez qu'on la voit plus du tout, parce que ça va devenir un objet, Unity va pas savoir ce que c'est. Donc tout ce qui est lui dans la canvas. Voilà, tout ce qui est lui dans la canvas. Et donc comme vous le voyez ici, l'objet n'a plus une transform, mais une rect transform, parce que Unity va se dire, ok, il n'est plus dans le monde 3D, il est simplement en 2D sur l'écran. Et donc bon, alors ici c'est vraiment les détails, mais vous avez les différents emplacements que la slider va prendre. Moi je vais la mettre en bas à droite. Pour ça vous maintenez Alt, hop là en bas à droite. Je vais la remonter un petit peu, histoire qu'on la remonter un petit peu, histoire qu'on la voit bien. Et aussi le truc très pratique, vous pouvez vous mettre en vue 2D. En vue 2D, donc juste comme ça. Comme ça, quand vous éditez votre UI, au moins vous n'avez pas les flèches comme ça, vous pouvez directement faire ça. Et donc elle est là. Et donc maintenant, via le script, on va tout simplement changer cette valeur, qui est la valeur de progression de la slider, pour notre vie. Donc tac, on va sur notre Health Manager. On crée une référence donc, à la slider. Slider. Alors ici, on va la sérialiser volontairement parce que ça va être compliqué étant donné qu'elle n'est pas sur notre joueur mais qu'elle est dans une canvas, ça va être compliqué d'y accéder en faisant un get component enfin ça va être compliqué d'y accéder. Du coup, je vais directement dire la slider, je la glisse, tac. Et donc pour éditer la slider, c'est très simple. Alors dès le début, sa valeur. Alors tout ça, il y a plein de trucs que vous pouvez changer. Vous pouvez globalement limite tout changer dans Unity. C'est vraiment très complet. Sa valeur, je la mets à vie. Et donc ça c'est au démarrage. Et donc là pareil, sa valeur, je la mets à vie. Je pourrais en faire une fonction, mais je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Voilà. Et donc rien qu'avec ça, on va déjà avoir un truc beaucoup plus visuel. On va peut-être changer sa couleur aussi un peu, la mettre en rouge. Non, c'est pas celle-là. On va aller changer la couleur du background. On va la mettre en rouge. Voilà. Et donc déjà, on a un truc beaucoup plus visuel. Et après, bien sûr, vu que c'est pas pour une interface, vous pouvez retirer le petit cercle. C'est vrai. Et elle bouge pas. Alors pourquoi elle bouge pas? Sa valeur ne bouge pas. Pourquoi sa valeur ne bouge pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que lui il fait bien des dégâts? Peut attaquer, tape le joueur, ouais.
Ah, ça va continuer, tac tac. Hop là. Parce qu'il attendait, après il tapait. Hop là. Et je vérifie aussi que sur son script, ouais, il y a bien une référence au joueur. Il y a bien une référence au joueur. Et donc avec cette référence au joueur, j'ai à la fois pris la position du joueur pour le nav mesh, pour me déplacer, et aussi récupérer donc son health manager en faisant un get component. Donc rien qu'une transforme en game object, ça a plein de trucs. Et si c'est un Voilà. composant, si le composant est un enfant, parce que tout à l'heure, par exemple, il y avait la caméra, On vous peut pouvez pas get faire, par component exemple, le equal. player.get, voilà, exactement. Et aussi on peut récupérer des listes de components. Alors, S'il y en a plusieurs. composants. Si on a plusieurs. Alors ici, pourquoi le slider ne change pas? Alors, j'en ai pas beaucoup d'idées. Je crois qu'il a raison, Sofiane, c'est bien, ça varie bien entre 0 et 1, ton truc. Yes. Ah, bien Ouais. vu. Bien vu, Sofiane. Attends, ouais, Du coup, Mathias, oui, tu peux aussi modifier le maximum, ouais, ils ont raison. ouais, voilà. Du coup, justement, max value. Non, hop là, pas maxi. Max value. Max value, s'il te plaît. Bon. Hop là. Max value égale la vie max. Merci, Sofiane. Ça va mieux marcher bizarrement comme ça. Merci, Mathias, aussi. Merci, Mathis. C'est vrai que ça a vachement mieux marché comme ça quand même. Voilà, il est passé à 100 ici. Hop là. Et donc là, on se fait taper au fur et à mesure. Du coup, pour continuer dans tout ce qui est UI, vous allez vouloir avoir un menu principal à votre truc. À votre projet. Donc pour ça, alors vous avez plusieurs approches. Soit vous pouvez faire le menu directement dans le jeu, mais pour un gros projet, ça va créer plusieurs problèmes. Ou alors vous pouvez faire une scène dédiée à ça. Attends, menu, et donc oui, je sauvegarde. Et donc juste avoir un bouton qui va lancer le script. Du coup, tout ce que vous faites, vous créez un petit bouton. Il est un peu petit. Le bouton, on va le mettre en gros. En plein milieu. Et on va éditer son texte. Donc ça c'est un texte, vous pouvez le mettre sur le i et vous mettez play. Et pareil le texte, donc ça c'est tous les paramètres du texte, on va le faire bien plus gros. Bien plus gros, voilà. Et donc Alors, un tiens, bouton. by the way, là, si tu peux, attends, tu peux revenir sur le component texte. Ça, c'est la classe texte de base. Faut savoir que vous en avez un autre. Il y a une extension. Alors, si vous allez dans Windows, Package vous allez Manager. dans Package Manager, vous en avez un génial. Alors, c'est de Unity, hein, tout cela. Il s'appelle TextMesh Pro, qui est un peu plus poussé et qui vous permet de faire certains effets sur le texte. Et moi, surtout, je vois un intérêt, parce que tout à l'heure, on a parlé du constant de pixel size, c'est-à-dire à ne pas mettre. Donc, c'était l'autre, le scale machin, j'ai oublié le nom. Enfin bref, celui qui vous permet de sizer en fonction de la taille de votre écran, eh ben, il faut aussi pouvoir resizer le texte, parce qu'avec le texte normal, vous allez vous retrouver souvent avec des textes tout flous, voire tout pixelisés. Alors que si vous mettez le TextMesh Pro, c'est juste comme extension génial. Alors j'ai cliqué sur Remove, sur Update, j'aurais pas dû. Mais du coup, avec TextMesh Pro, c'est bien plus propre, même visuellement. Le texte, il a moins de problèmes de pixels ou quoi. Et, Bon. voilà. Et pareil là, on voit à gauche, il y a plein de paquets géniaux. Alors vous pourrez voir au fur et à mesure, par le post-processing pour tout ce qui est graphique. Le visual effect graph, l'universal RP, vous pourrez voir, chercher sur internet ce que c'est tout ça. Donc tout ça, ouais, Windows Package Manager, c'est toutes les assets. Alors tout cela, donc dans Unity Registry, c'est fait par Unity, c'est de l'open source. ML Agent pour le machine learning, on en parlait tout à l'heure. ProBuilder, c'est un peu un Blender intégré dans Unity. Shader Graph pour tout ce qui est shader, donc c'est vraiment bien. Et donc My Asset, tout ça, c'est tous les miens. Donc moi, vous voyez que je suis un pigeon, j'en ai plein. Alors, d'ailleurs, on a TextMesh Pro, c'est parfait. On peut voir la différence. TextMesh Pro, donc texte. Yes, c'est pas importé. On n'a pas TextMesh Pro. Bon, ok.
C'est vraiment rapide de l'emporter, donc ça va. Mais de toute façon, là, ça va être la pause. On va vous laisser aller De manger. toute manière, après, là, techniquement, on a quasiment fini, donc ce sera surtout si vous avez des questions. On peut voir, est-ce que ça intéresse certains de voir après une sorte d'organisation de groupe pour le travail? Par exemple, nous, on a travaillé sur GitHub et avoir certains, sans vous faire une présentation de Git, hein, TextMesh Pro. parce que de toute façon, vous connaissez, TextMesh Pro. les Sharp, Hop là. mais vous faire plus une brève présentation de ce que propose GitHub. Est-ce qu'il y en a qui ça intéresse ou pas? Après la pause de manger, quand on reviendra, globalement, on vous montrera plein de petits trucs pour améliorer votre jeu. Et peut-être, si ça intéresse certains, on montrera nos projets S2, voir à quoi ils ressemblent. Et donc, ouais, TextMesh Pro, un truc fondamental qui m'a sauvé des précieuses minutes, auto-size. Donc, au fur et à mesure que je vais rescaler le bouton, la taille du texte va changer. Et ça m'a vraiment sauvé beaucoup de temps. Et donc, je vais juste finir là-dessus. Donc, play. Et donc, vous allez vouloir dire à ce bouton, ok, tu vas charger une autre scène, la scène démo. Scène démo, donc, qui est notre scène pour jouer. Donc, pour ça, on crée un petit script. Menu. Et donc, la manière dont vous allez dire au bouton, dès que je clique sur toi, tu vas faire telle action. Et ici, donc, dans le composant bouton, vous avez un on-click, plus, il faut ajouter des fonctions. Donc on ouvre le truc. Vous allez créer un petit texte juste pour stocker votre menu, donc menu script. Parce que pour que celui-là puisse être joué dans la scène, il faut obligatoirement que ce soit sur un objet ici. Là. Et donc tout ça, vous n'avez pas besoin, parce que vous allez vraiment juste dire, vous allez créer une fonction. Alors les fonctions, pour que ce soit le bouton, il faut qu'elles soient publiques obligatoirement. Change scene. Et donc là, vous allez utiliser une extension de Unity Engine, qui est Unity Engine Scene Management. Voilà, Scene Management, exactement. Et donc, tout simplement, Scene Manager, Change Scene. Non, Change Scene, c'est pas déjà. Après, ça, c'est en local. Vous verrez, il y a certains trucs, quand vous, par exemple, si vous utilisez, alors je peux pas parler de Mirror, mais si vous utilisez Photon, vous verrez, vous lirez la doc, mais il y a certains trucs qui diffèrent quand vous chargez une scène. Donc tout simplement, on load la scène démo. Alors il y a quelques prérequis par rapport à ça. Et donc ici, vous allez dire au bouton, ok, tu vas dans cet objet, je vais pouvoir sélectionner donc ces différents composants. Donc vous voyez, c'est un objet, il a une transform et il a un menu. C'est un objet, il a une transform et un menu. Et donc dès que je vais cliquer, je vais dire que tu vas chercher une fonction dans le menu, une fonction qui est change scene. Donc dès que je clique, tu vas changer de scène. Et vous allez vous dire, et vous vous dites cool, je vais pouvoir lancer. Et ça nous fait une erreur. Et donc cette erreur, c'est qui dit que c'est pas dans les build settings. Et avant ça, il faut ici build setting, donc c'est tous les paramètres c'est tout ce qui va être construit, si je puis dire, quand vous allez vouloir générer un point exe de votre jeu. Donc vous pouvez faire toutes les plateformes, etc. Ici, il faut ajouter vos scènes. Il faut ajouter vos scènes. Donc ici, ma scène menu. La scène 0, c'est la scène sur laquelle le jeu va commencer. Ma scène démo. Ouais. Et ma scène démo, soit donc, vous pouvez la lancer, charge. voilà. Soit vous la lancez avec l'identifiant, donc soit 0 et 1 si vous le connaissez, mais ça risque de changer. Soit le nom, si vous changez l'ordre, il peut avoir des petits problèmes. Hop là. Ouais. Alors, charger une scène, ça met un peu de temps. Donc là, on peut se faire. Vous pouvez même faire des petits trucs sympas pour charger progressivement avec un petit menu de chargement. C'est par la police. Parce que là, ça se fait, vous voyez pas la différence. Voilà, vous pouvez aussi charger une scène de manière asynchrone pour après mettre un truc de, comme l'a dit, un truc de chargement. Et puis donc, bon, on va faire une petite pause pour aller manger. Puis 20h. Puis à moins que Dove t'aies des points à dire avant. Est-ce que tu veux dire avant Non, est-ce qu'il y a vous pouvez me poser des questions à l'oral? Ouais, vous pouvez poser des questions à tout moment. Je me suis pris un giga avant. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés pour que je parle un peu de GitHub ou pas? D'une manière de travailler en groupe?
Ouais, faut pas s'organiser n'importe comment pour travailler. Surtout sur Unity, parce qu'il y a beaucoup de fichiers, tout ce qui est Git Ignore et tout ça, faut gérer. Après Bah, manger, à 21h. ça sera pas non plus très long, hein, mais Oui, oui. je pense, on fera 21h, 22h, puis à 22h, on arrêtera à peu près. Bah, déjà, je vais arrêter le live et puis je le reprends après parce que Ouais. je vais laisser. Donc après manger,